insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes. Bienvenue à tous sur Zone Insolite sans frontières. Je suis Jeannie Chariot et c'est moi qui vous accueille aujourd'hui pour ces 2 heures assez particulières, vous allez voir. Je voulais, à quelques jours des fêtes de fin d'année, envoyer un message particulier à tous mes amis québécois. Je sais que la situation est particulièrement difficile au Québec, au Canada, sans doute plus qu'en France, situation sanitaire, on s'entend. Donc, je voulais vous souhaiter bon courage, tenez bon, on va y arriver. Dans notre émission aujourd'hui, nous allons recevoir Bruno Dupont. Il est enquêteur pour le MUFON France. C'est un enquêteur qui est aussi responsable du blog et c'est lui qui nous alimente en articles tous les jours. Bruno a une grande connaissance technique, donc il va être très très intéressant, je pense, de l'écouter. Ne ratez surtout pas ça en première demi-heure. Ensuite, nous allons recevoir David Rousseau. David Rousseau est un auteur, il est aussi illustrateur, il est aussi compositeur. Il a écrit un livre qui vient de sortir qui s'appelle Au-delà de notre monde et qui parle de ses expériences ufologiques qui nous emmènent vraiment très très loin. Donc je vais faire quelques mises en garde puisque ce que va nous raconter David est absolument fantastique. Bon, on sait qu'ici, sur Zone Insolite ou sur Zone Parallèle, on a affaire à un public très très large d'esprit. Eh bien, vous allez le prouver aujourd'hui. Et puis, je vous donne tout de suite le nom de son ouvrage. C'est Au-delà de notre monde, David Rousseau, édition Be-Light. C'est le tome 1 qui s'appelle Âme stellaire. Et vous pouvez trouver ça, et bien sûr, son site directement. Les éditions Be-Light. Eh bien, on va commencer avec Bruno Dupont, qu'on va retrouver chez lui, en Bretagne. Bienvenue chez nous, Bruno. Peux-tu te présenter brièvement et nous raconter ce qui t'a amené à l'ufologie ? J'ai travaillé sur des centrales essentiellement nucléaires en tant qu'ingénieur informaticien pour mettre en route et faire les réglages des centrales nucléaires. Donc j'ai travaillé en France, en Chine et à Taïwan. Ensuite j'ai fait d'autres métiers, j'étais opticien, j'ai été trader sur devises et matières premières, j'ai fait de l'algo trading. Quand j'étais enfant, j'habitais dans le sud de la France. Il y avait une bibliothèque municipale dans cette ville qui était magnifique. Donc on pouvait emprunter les livres, les amener à la maison et puis après il fallait les rendre au bout de 2 semaines. Et moi, j'étais passionné d'astronomie. Et à côté de ce rayon astronomie, il y avait un petit rayon ovni. Ça m'a mis sur la piste ovni. Et puis, alors évidemment, avec plein de questions qui vont avec, parce que l'astronomie, la suite logique, c'est le côté ovni. Et puis la question qu'on se pose tous, sommes-nous seuls dans l'univers ? Donc forcément, ça travaille et ça taraude et on se pose énormément de questions. Et je suis revenu à l'ufologie il y a à peu près une quinzaine d'années, lorsque j'ai lu des articles comme quoi on avait trouvé sur Terre, ici chez nous, dans les fosses océaniques au large du Mexique, dans les très grandes profondeurs, de la vie, alors qu'on pensait que c'était pas possible, étant donné que à 10 000 mètres de fond, on a à peu près 1000 bars de pression, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'oxygène et il n'y a pas d'eau parce qu'on a trouvé des êtres qui vivent sur des cheminées qui crachent, je crois que c'est de l'acide sulfurique, et on a trouvé de la vie, des poissons, des crustacés et des vers, et on pensait pas que la vie dans ces conditions aussi extrêmes pouvait exister.
Donc je suis revenu à l'ufologie, j'irais presque par l'exobiologie, en me disant mais en fait, même sur Terre, on voit des formes de vie complètement extrêmes, alors qu'avant on pensait que c'était impossible. Donc ça veut dire que dans l'univers, ça doit grouiller de partout. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur ce sujet ? La tendance dans la communauté scientifique en ce moment, c'est de dire que la vie, elle n'est pas apparue sur Terre comme ça à partir de rien, hein, ex nihilo. Elle aurait été apportée, enfin les briques élémentaires de vie auraient été apportées par des météorites. Donc on peut raisonnablement penser que tous les astres dans l'univers, ils ont reçu la visite d'une météorite ou d'un astéroïde qui s'est écrasé dessus. Et que ces astéroïdes et ces météorites devaient porter les mêmes briques de vie élémentaire. Donc il suffit que les conditions soient bonnes pour que la vie se développe. Et les conditions, elles sont pas si draconiennes que ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec certains scientifiques qui disent pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'oxygène, de l'eau et de la lumière. Puisqu'on a vu que déjà sur Terre, il n'y avait pas besoin de ces conditions-là et qu'on avait trouvé des formes de vie différentes. J'ai travaillé il y a quelques années pour une société qui vendait des groupes électrogènes pour les hôpitaux, les cliniques. Bon, tous les 3 ans, il fallait changer le gasoil dans la cuve à gasoil parce qu'il devenait mauvais. Il était plus utilisable parce qu'il y avait des bactéries qui s'étaient développées dedans. Donc ces bactéries, elles se sont développées dans du gasoil, dans une cuve. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'oxygène et il n'y a pas d'eau. Et en fait, quand on écoute la communauté scientifique, les exobiologistes notamment, pour qu'il y ait de la vie, il suffit qu'il y ait un solvant. Et ce solvant, c'est pas obligatoirement de l'eau. Ça peut être un hydrocarbure, ça peut être un produit chimique quelconque. Donc c'est pareil, oui, pour qu'une planète soit habitable, donc ce qu'on appelle la ceinture, il faut qu'elle soit pas trop près du Soleil, enfin de son étoile, parce que sinon il fait trop chaud. Il faut pas qu'elle soit trop loin non plus, parce que sinon il fait trop froid. En fait, on a vu que la vie peut prendre des formes extrêmes. Et je pense que dans quelques années, on va trouver de la vie extraterrestre ailleurs et ça peut nous réserver des surprises. Certains sceptiques disent que la vie sur Terre, c'est quelque chose d'exceptionnel et qu'on est peut-être les seuls. Il faut quand même savoir que sur Terre, la vie, elle a disparu 6 fois. Il y a eu 6 extinctions massives. La dernière, c'était il y a 65 millions d'années avec les dinosaures. Donc ça donne l'impression que la vie, dès qu'elle peut, elle démarre. Et puis que l'évolution, c'est toujours un petit peu la même, c'est-à-dire que ça part de quelque chose de vraiment élémentaire, et le but de la vie, c'est de se complexifier. Parce qu'en fait, c'est simplement la loi des grands nombres. Quand vous voyez que dans notre galaxie, qui s'appelle la Voie lactée, il y a à peu près 1000 milliards d'étoiles, et que chacune, elles ont à peu près une centaine d'astres qui gravitent autour. Alors quand je dis astres, c'est parce que j'additionne les planètes et les satellites des planètes. Voilà. Certaines planètes en ont, d'autres n'en ont pas. Vénus n'en a pas, Mercure n'en a pas, nous on en a une, c'est la Lune. Mars n'en a pas, mais par exemple Jupiter, je crois qu'elle a 40 satellites. Donc autour du Soleil, qui est notre étoile, celle qu'on connaît bien, il y a à peu près une centaine d'astres qui gravitent. Donc pour une galaxie moyenne, c'est à peu près 1000 milliards d'étoiles. Et après, dans l'univers, combien il y a de galaxies? Alors jusqu'à quelques années, on disait il y a 200 milliards de galaxies dans l'univers. Et puis il y a quelques années, la NASA a dit non, c'est pas 200, c'est plutôt 2000. Donc d'un coup de crayon, on a multiplié le nombre de galaxies probables dans l'univers par 10. On en a ajouté 1800 milliards. Et là, c'est la loi des grands nombres. Quand vous multipliez 2000 milliards de galaxies qui ont chacune 1000 milliards d'étoiles et chacune une centaine d'astres, ça fait un chiffre. J'avais fait le calcul, là je l'ai pas sous les yeux, mais ça doit être 10 puissance 26. Donc c'est un nombre avec 26 zéros. Un nombre avec 26 zéros d'astres. Après, la question qu'on se pose tous, c'est mais quelle proportion de ces astres sont capables d'abriter la vie? Alors là, évidemment, ce ne sont que des supputations, des hypothèses. Mais bon, imaginons qu'on soit pessimiste et on dise non, il y en a que 1 sur 100 qui abrite la vie. La loi des grands nombres, on peut pas la contrôler. C'est-à-dire que sur un nombre qu'à 26 zéros,
Si c'est 1% qui abrite la vie, bah, ça revient à enlever 2 zéros. Donc il reste toujours 10 puissance 24, un nombre avec 24 zéros. Et puis si vous êtes très pessimiste, donc c'est pas donner beaucoup de chance à la vie, hein, vous dites 1 sur 1000, bah, vous enlevez encore 1 zéro de plus, mais il reste toujours 23 zéros à ce nombre-là. Donc voilà, la vie elle doit grouiller partout. C'est bon, enfin moi c'est ma conviction personnelle. De quelle manière, je ne sais rien. De quelle forme, j'en sais rien. Ça peut être une vie très primitive, sous forme de bactéries, de mousse, de choses comme ça. Mais on peut aussi imaginer que la vie s'est développée comme elle s'est développée sur Terre, et faut quand même voir les progrès qu'on a fait, et notamment ces dernières années. Pour bien comprendre les choses, je vais donner un exemple. Le premier avion, c'est celui des frères Wright en 1903. C'était la première fois qu'on arrivait à faire décoller un objet motorisé et contrôlé. Alors c'était un vol très modeste, puisqu'ils ont décollé sur une hauteur d'environ 3 mètres et une distance d'environ 100 mètres. En 1969, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. Il faut bien se rendre compte du bond technologique qui a été réalisé entre les frères Wright et Neil Armstrong, mais en moins de 70 ans. Donc imaginons simplement une civilisation qui aurait 10 000 ans d'avance sur nous, et c'est pas beaucoup, hein, parce qu'elle pourrait avoir 100 000 ans ou 1 million d'années d'avance sur nous, mais nous, on en sera où dans 10 000 ans? On était où, nous, il y a 10 000 ans? Il y a 10 000 ans, on était dans les cavernes. Et maintenant, on est en train de regarder un petit peu la physique quantique. On a des ordinateurs dans un téléphone portable. Il y a plus de puissance qu'à Cap Canaveral quand ils envoyaient les hommes sur la Lune. Donc une civilisation qui aurait simplement 10 000 ou 100 000 ans d'avance sur nous serait capable effectivement d'avoir des technologies et une physique que pour l'instant, nous, on ne maîtrise pas. D'un point de vue hobby et loisir, en fait, j'ai passé mon brevet de pilote il y a une dizaine d'années, donc sur le tard, hein, j'avais plus de 40 ans. Je l'ai fait en tant qu'amateur, voilà, pilote de petit avion, c'était il y a une dizaine d'années. Et lorsque vous êtes pilote, ben vous êtes habitué à observer, parce qu'il faut observer. Hein. Vous avez des modules, des cours sur la météo, donc voilà, tout ce qui est nuages, phénomènes un petit peu particuliers. Donc c'est évidemment très intéressant quand on est enquêteur MUFON, d'avoir cette expérience de savoir ce qui est dans le ciel, comment ça vole, pourquoi ça vole, comment ça vole et comment ça vole pas aussi. C'est souvent un truc que je lis, parce qu'il faut aussi savoir comment ça vole pas, un aéronef. Et au MUFON, Bruno, ça se passe comment? Être enquêteur au MUFON, c'est quelque chose de passionnant. Vous avez accès directement à la source, c'est-à-dire aux témoins. Et là, on peut vraiment aller au fond des choses, poser plein de questions, essayer de vraiment voir qu'est-ce qu'ils ont vu. Et parfois, c'est pas rien ce qu'ils ont vu. Quelles sont leurs émotions, parce que souvent, c'est empreint d'émotions, de plein de questions. Parce que souvent, ils nous demandent, mais vous qui êtes un expert du MUFON, dites-moi ce que c'est. Bon, alors, quand on sait ce que c'est, parce que c'est une méprise, on l'explique. Mais parfois, on peut pas l'expliquer. En gros... moi, sur les enquêtes que j'ai faites, j'en ai fait 50 à peu près. Je peux dire qu'à peu près dans 50% des cas, on explique de façon rationnelle ce que les gens ont vu, parce que c'est une méprise. Donc ça peut être des avions, des hélicoptères, des satellites, une planète, des lanternes chinoises, enfin des oiseaux, tout ce qu'on veut. Il y a 30% des cas où on peut pas beaucoup travailler dessus parce que ça manque d'informations. Le témoignage est un petit peu faible, il n'y a pas assez d'éléments, donc on classe ça dans une suffisamment data, donc pas assez de données. Voilà, tiens, j'ai vu passer un point blanc dans le ciel, oui, bon, c'est tout, donc on peut pas travailler là-dessus. Et par contre, il reste 20% à peu près des cas, à peu près 20%, plus ou moins, qui sont bien documentés, avec des témoins extrêmement crédibles, avec des fois des photos, voire même des vidéos, où là, on n'a pas d'explication. Et ça se recoupe avec une étude que j'ai faite il y a quelques mois à partir de la base de données du MUFON, donc la base mondiale du MUFON. J'ai démarré l'étude
en 1970, donc sur 50 ans, on a 130 000 rapports, témoignages, et après un tri assez sévère, il y a à peu près 35 000 cas bien documentés qui ne sont pas explicables. Donc, qui sont classés en inconnu. Oui, et je pense que tu as un exemple. C'est une dame qui s'appelle Solène. Et un jour, elle va voir une copine à l'hôpital, une copine à elle qui était hospitalisée. Et en sortant de l'hôpital, elle prend une petite route départementale pour aller chercher son fils qui était en garde chez sa mère, donc chez la grand-mère. Et elle prend une petite route donc assez large, mais dans la campagne avec des arbres d'un côté et des champs de l'autre. Il y avait une voiture devant elle, une voiture derrière elle, c'était le soir, il faisait nuit. On est en novembre 2016, si mes souvenirs sont bons. Il roule à peu près, oui, à 90 km/h. Et tout d'un coup, la voiture devant elle freine fortement. Et elle s'aperçoit que devant la voiture qui la précédait, il y avait des phares rouges. Donc elle pense à une autre voiture qu'elle n'avait pas vue avant. Et là, les phares rouges vont s'élever et vont passer par-dessus la voiture qui est devant elle et par-dessus sa voiture à elle. Alors, comme elle m'a dit, elle ne sait pas si l'objet se déplaçait en venant vers elle ou si en fait, parce qu'elle n'était pas complètement à l'arrêt, c'était elle qui passait dessous. Donc ce qui voudrait dire que l'objet était en stationnaire. Mais ça, elle ne le sait pas. En tout cas, d'un point de vue relatif, au niveau des vitesses, l'objet lui est passé dessus à environ 20 km/h. Donc extrêmement lent. Et là, elle s'aperçoit que sous l'objet, il y a 3 lumières rouges en triangle, isocèle. Que cet objet, qui n'est pas haut, parce qu'elle m'a dit, je crois que si j'étais monté sur le toit de ma voiture, j'aurais pu le toucher avec le bout de ma main. Elle me dit, il était lisse et noir. Mais alors d'un noir, mais plus noir que noir. Elle me dit, j'ai jamais vu un noir aussi intense. Elle a eu le réflexe, parce qu'elle n'en est pas à sa première expérience ufologique, d'ouvrir la fenêtre de sa portière pour voir s'il y avait du bruit, mais qui n'était pas fort, mais un bourdonnement inhabituel. Donc elle m'a dit, je n'ai pas franchement vu les contours de l'objet. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les 3 lumières rouges fixes, elles étaient en triangle isocèle, donc elle suppose que l'objet était lui aussi triangulaire, mais elle me dit, j'ai pas vu les contours. Par contre, ce qui est clair, et ça c'est des choses qu'on entend très souvent, elle me dit, le ciel était propre, il n'y avait pas un nuage et tout, donc un ciel étoilé, ça masquait les étoiles. J'ai eu une autre enquête, c'est un monsieur, lui, madame et leur fils faisaient une balade en forêt, c'était dans les Vosges, et il était à peu près 17h, et à un moment, sa femme lui dit, mais c'est quoi cette boule lumineuse dans le ciel là? Il faisait pas nuit, c'était la fin de la journée, mais il faisait pas nuit. Et cette boule lumineuse là, assez grosse, à un moment, il y a 6 petites boules, beaucoup plus petites, qui se sont séparées, 3 à droite, 3 à gauche. Et c'est resté comme ça pendant à peu près 1 minute. Et après, les 6 petites boules sont rentrées dans la grosse boule. À un moment, la grosse boule, il m'a dit, elle a disparu, mais elle n'est pas partie ni en haut, à droite, à gauche, non, rien du tout. Il m'a dit, ça s'est éteint comme un vieux poste de télévision. Genre, ça fait pfiou. Donc ça s'est évaporé. La première enquête que j'ai faite, où le témoin m'a envoyé des vidéos, c'est assez troublant. Bon, il y a 2 vidéos, parce qu'à un moment, on voit une boule lumineuse, donc c'est le soir, la luminosité commence un petit peu à baisser, mais il fait encore jour. À un moment, sur la vidéo, on voit bien, sur la première, que cette boule lumineuse, mais extrêmement lumineuse, c'est incroyable. Enfin, rien de connu. Elle fait sur place, elle fait du stationnaire. Bon. Et ensuite, on voit cette boule lumineuse qui part dans les nuages, pour aller se perdre dans les nuages, en fait, mais qui va à 700-800 km/h, quoi, à la vitesse d'un avion de chasse. Donc moi, j'ai cherché toutes les explications possibles, mais c'est pas possible. Parce que soit ça va trop vite, soit ça va pas assez vite. Tout le monde sait qu'un avion, ça fait pas du stationnaire, mais il faut savoir qu'un hélicoptère, c'est limité par définition au maximum
à 350 km/h. Ça peut pas aller plus vite. C'est même pas de la technologie, c'est de la physique. Donc cet objet-là, parce que c'est un objet, j'ai fait des captures d'écran en agrandissant sous Photoshop, en retravaillant les contrastes, les luminosités, le gamma, tout ça. On voit que c'est un objet solide, parce qu'à l'arrière, on voit des angles droits. L'avant, on voit pas parce que c'est aveuglé à cause de la lumière, mais à l'arrière, c'est vraiment rectangle. Et donc apparemment, c'est un objet solide. Mais comment il peut faire du stationnaire et après s'enfuir dans les nuages à la vitesse d'un avion de chasse? Ben moi, je connais rien qui peut faire les deux en même temps. Donc ça, je ne sais pas l'expliquer. J'ai cherché dans le catalogue. C'est pas un missile, c'est pas une roquette, c'est pas un ballon, c'est pas un drone. C'est rien d'explicable. Par exemple, j'ai le cas d'une jeune femme que j'ai eue il y a quelques jours sur une enquête qui apparemment me paraissait pas passionnante, une espèce de petit rayon rouge dans le ciel, mais enfin bon, une photo qui était floue, c'était même pas vraiment un rayon, c'était pas extraordinaire. Et puis on parle de ça, et puis au bout de 3/4 d'heure de discussion, bon, une fois que la confiance est établie, voilà, bon, déjà les gens sont très contents que quelqu'un les rappelle, parce qu'ils témoignent sur la base de données du MUFON, mais ils s'attendent pas à être rappelés avec un enquêteur. Ils sont très contents qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de leur cas, parce qu'ils sont dévorés de questions et d'interrogations. Et puis bon, là franchement, assez vite, j'ai compris que c'était un phénomène naturel. En fait, elle habite à côté de l'étang de Berre, dont l'étang de Berre en France c'est du côté de Marseille, donc déjà c'est un étang, et en fait il y a plein d'usines pétrochimiques et de raffineries autour, donc je pense que c'est un cas chimique, gazeux, rien d'extraordinaire. Mais au bout de 3/4 d'heure, elle me dit, oui, donc elle s'appelle Nancy, ouais, faut que je vous dise quelque chose. Parce que voilà, la confiance était établie, voilà, bon, bah, l'enquêteur, il est sympa, il est compétent. Et quand j'étais petite, j'étais en colonie de vacances dans les Pyrénées, et puis j'avais 7 ans, et j'ai vu un cigare dans le ciel. Ah, tiens donc. Et puis, oui, mais il n'y a pas que ça. Donc on a aussi une trace de main sur sa baie vitrée il y a quelques années qu'elle a prise en photo, que j'ai essayé d'analyser. Alors c'est pas très facile. Alors est-ce que c'est une trace de main ou pas, ça on n'en sait rien. En tout cas c'est une trace de main. Elle fait trois fois la taille d'une main humaine. Et puis il y a plein d'autres choses. Si on prend le temps avec le témoin, on arrive souvent à découvrir beaucoup de choses. Et puis, moi j'aime bien prendre mon temps, discuter avec les témoins, et souvent ça dure 1h30, 2 heures. Et c'est parfois à la fin qu'on découvre des nouvelles choses. Alors, Nancy, elle me disait que, par exemple, elle avait des problèmes de sommeil, qu'elle était insomniaque, qu'elle se réveillait en pleine nuit, qu'elle avait du mal à se rendormir. Alors j'ai creusé un petit peu, puis je lui ai demandé si elle avait déjà vécu un phénomène de temps manquant. Alors elle savait pas ce que c'était. Le phénomène de temps manquant, c'est des personnes qui ont l'impression d'avoir été transportées hors de chez eux, qu'ils ont fait un voyage, alors dans des lieux un peu indéfinissables. Souvent ils n'ont pas de souvenirs, ou quand ils ont des souvenirs, ils sont souvent parcellaires. Alors certains ont l'impression d'avoir été emportés dans quelque chose qu'on pourrait appeler comme un vaisseau, et puis qui sont revenus. Ils se sont retrouvés dans leur lit après. Et ils ont l'impression d'être partis faire un voyage qui a duré 5, 10, 15 minutes. Et puis quand ils regardent leur radio-réveil, en fait, il s'est écoulé plusieurs heures. Des fois, c'est leur conjoint qui leur dit « Mais t'es parti où pendant 3 heures ?» Mais non, je suis pas parti pendant 3 heures, je suis parti 10 minutes. Ils savent pas où, souvent. Et donc Nancy me dit « Non, moi j'ai pas vécu ce genre d'expérience. » Et puis tout d'un coup, ça fait rejaillir un souvenir qu'elle avait quasiment occulté ou oublié. Elle me dit « Ah si, il m'est arrivé quelque chose quand j'étais jeune adulte. Donc j'habitais dans une maison et ma mère était venue me rendre visite un après-midi, en début d'après-midi. Et j'ai disparu pendant 4 heures. Ma mère était paniquée, elle me cherchait partout dans le quartier, ma voiture était là, donc j'avais pas pris ma voiture. Ma mère a sonné à toutes les portes des voisins. Est-ce que vous avez vu ma fille? Elle était prête à appeler la police. Et Nancy, elle s'est retrouvée 4 heures plus tard dans sa maison, mais elle ne se souvient absolument de rien. C'est le trou noir. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu sa mère pour lui dire « Mais où c'est que tu as disparu pendant 4 heures ?» peut-être elle n'aurait jamais été consciente de cette disparition. Donc en fait, avec Nancy, j'aurai plein d'enquêtes parallèles qui vont démarrer,
parce que c'est quelqu'un depuis sa tendre enfance où il arrive plein de choses. Et ça, on s'aperçoit que c'est un phénomène qui est assez courant. Souvent, les gens n'en sont pas à leur première observation. Merci Gianni de m'avoir invité dans ton émission. Merci à Zone Insolite pour le travail remarquable qu'ils font régulièrement. Et puis, un grand salut à tous nos amis québécois qu'on adore forcément. Et puis, je vous dis peut-être à une prochaine fois. Eh bien, merci beaucoup Bruno pour ce partage vraiment passionnant. Si vous êtes témoin et vous voulez rejoindre MUFON France et ses enquêteurs, vous allez sur une seule adresse qui est mufonfrance.fr. Et quant à nous, on se retrouve après la pause. Je suis avec David Rousseau, qui est illustrateur et l'auteur d'un livre qui vient de paraître, qui s'appelle Au-delà de notre monde, âme stellaire, tome 1 de Bilight Éditions. David est un voisin, c'est pour ça qu'il s'est téléporté ici, malgré les 20 km autorisés. Parce qu'on ne sait pas, mais 20 km autorisés en bon quantique, ça fait combien? C'est rien. C'est rien. Donc, on a nos mesures de sécurité, il n'y a pas de souci. Et puis, il va se présenter lui-même à vous. Bien, bonjour. Mon nom est David Rousseau, donc comme vient de le présenter Gianni. Beaucoup me connaissent aussi sous le nom de DavianArt en tant qu'illustrateur. Je représente beaucoup de portraits galactiques, en fait, d'êtres extraterrestres. C'est comme ça qu'en fait, tout a commencé... pour moi, je dirais véritablement, dans le sens où des gens ont commencé à s'intéresser à moi, à mon vécu, à mes expériences. Et donc, de là m'est venue l'idée de rédiger un livre, d'écrire un livre, pour justement relater mes expériences. Ouais, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Toi, tu as un parcours assez particulier, parce que tu es né en France, mais tu as des souches amérindiennes. Raconte-moi ça, puis ça se voit d'ailleurs. Il joue dessus. Oui, c'est ça, effectivement. Mon arrière-grand-père était Lakota Mnikoju, donc il venait du Dakota du Sud, et il s'est retrouvé à faire la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, en fait, en France. Merci. Suite à ça, en fait, il est resté en France parce qu'il est tombé amoureux d'une Française. Dans quelle région il était? C'était les Ardennes, donc il est resté en France. Et par contre, ce que j'ai su après, parce que moi je l'ai pas connu, mais quand il est décédé, on l'a renvoyé dans le Dakota du Sud, là-bas, par rapport aux ancêtres et tout, à la tradition. D'accord. C'est beau, hein? C'est beau. Oui, il s'appelait comment? Il s'appelait Aigle Blanc. Aigle Blanc, mon Dieu. Et tes parents, est-ce qu'ils ont poursuivi une tradition amérindienne ou ça a sauté de génération? Effectivement, oui, en fait, ça a sauté un peu parce que en fait, pendant mon enfance, j'ai jamais eu vraiment de retour par rapport justement à ces traditions amérindiennes, tout ça, cette culture. Et c'est par moi-même, si je peux dire comme ça, que eux sont revenus à ça. Ah oui. Parce que j'ai commencé à faire des chants amérindiens, j'ai commencé vraiment à me réintéresser à cette partie de moi, en fait. Et donc, je me suis mis, à faire des chants, de la musique amérindienne, à reparler le Lakota. Du moins, je le parle pas couramment, mais bon, je m'y attelle, quoi. Que oui, suite à ça, après, j'ai connu beaucoup d'autres gens qui étaient aussi intéressés. Il y avait des Français qui étaient intéressés par la culture amérindienne. Donc, beaucoup, de plus en plus. Voilà. Et donc, un bout d'un moment, avec surtout un homme en particulier qui était très passionné par cet aspect-là spirituel, culturel des Amérindiens, il a voulu intégrer un peu ce que je faisais, et donc on a créé un duo en musique amérindienne. Et beaucoup d'autres gens se sont greffés à nous. On a créé un groupe qui s'appelait Makra Oyate, Peuple de la Terre en français. Et donc on a fait des concerts dans des festivals de musique de monde. Enfin voilà, on commençait à se faire connaître. Et ça a été une expérience très très riche parce qu'en plus on a côtoyé d'autres artistes évidemment qui venaient des quatre coins du monde, issus de différentes cultures. Et ça a été très très riche en échange humain. Ouais. C'est une superbe histoire. Merci. Très très belle histoire. Je pense qu'elle va toucher nos amis québécois et nos amis amérindiens. Et puis, il y a eu l'ouverture de conscience, je suppose, avec tout ça. Oui, en fait, elle est surtout apparue, cette ouverture de conscience, je dirais plus quand j'avais 6 ans. En fait, j'étais en train de jouer un soir d'été dehors. J'étais tout seul, j'ai joué avec mes figurines. Et au bout d'un moment, je me suis retourné, je regardais le ciel parce que la nuit était tombée d'un seul coup. J'ai trouvé ça quand même étrange. Et j'ai eu vraiment cette sensation que le temps s'était altéré quelque part. Et donc, je regardais le ciel et il y avait apparemment, du moins à l'œil nu, il y avait des millions d'étoiles de visibles. En plus, c'était magnifique.
Au fond de moi, j'étais déjà persuadé que quelque part, je venais pas de la Terre. Que je me posais déjà des questions depuis l'âge de, en fait, 4-5 ans par rapport à ça. Si jeune. Voilà, c'est vrai que ça paraît précoce pour beaucoup, mais c'est vraiment des questions que je me posais et je me disais, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Et en regardant encore le ciel, je dis à un moment donné, je m'adresse à eux, en fait aux étoiles, je m'adresse à elles, sans vraiment savoir vers qui, mais je m'adressais à elles. Et j'ai dit, je sais que vous m'entendez, donc montrez-vous, venez me voir. Je sais que vous êtes là. Je le sentais vraiment au fond de moi. Et quelques minutes plus tard, il y a une intense lumière blanche bleutée qui est apparue, qui est venue à toute vitesse. Elle a fait une sorte de 360 degrés à un moment donné, et elle est venue se placer au-dessus de moi, cette lumière. Et elle descendait, j'étais ébahi, j'étais jeune en plus, donc je le quittais pas du regard. Et cette lumière s'est stabilisée, on va dire, s'est mis en sustentation au-dessus de moi, elle bougeait plus. La luminosité devenait de plus en plus intense, mais j'arrivais quand même à percevoir une forme circulaire dedans, dans cette forme lumineuse. Et puis d'un seul coup, il a disparu. Il y a eu comme un éclair, un flash, il a disparu. Là, je comprenais pas du tout ce qui s'était passé quelque part, mais j'ai pas eu peur pour autant. Et au bout d'une minute, peut-être, je reprends un peu mes esprits, si on peut dire, et je rebaisse la tête. Et devant moi, il y avait un être. Ah, carrément. Carrément. Et cet être, de toute évidence, n'était pas terrestre. Il était assez grand, je dirais à peu près 2 mètres. La peau bleue, avec des reflets légèrement métalliques, parce que ça faisait des reflets par moments sur sa peau. Il avait des grands yeux verts, des longs cheveux noirs, mais d'un noir vraiment profond. Et il me souriait. Il avait un très large sourire. Est-ce que c'est lui qu'on voit sur la couverture du livre? Oui, exactement. Ah oui, je comprends. Donc il me souriait et en même temps je sentais que c'est comme s'il essayait de me sonder un peu quelque part. Il essayait de rentrer un peu dans mes pensées, quelque chose comme ça, je pouvais le sentir. Et au bout d'un moment il me parle. J'étais un peu, on va dire, choqué dans le sens où je voyais pas ses lèvres bouger, mais je l'entendais me parler. Et ça touchait vraiment au plus profond de moi, dans le cœur, quoi. Mon cœur se mettait d'ailleurs à battre contre la poitrine. J'en avais la chair de poule. Et il me parlait et il me dit, voilà, tu nous as appelés, je suis là. Je suis ok, d'accord. Et donc il commençait à m'expliquer quelques petites choses en me disant, tu sais toi-même au fond de toi d'où tu viens, tu fais partie de notre famille, mais pour l'instant il y a encore des choses que je pourrais pas te dire ou des questions que tu te poses que je pourrais pas répondre pour l'instant. Tu fais partie de notre famille, tu sais qu'on est là. Après, allez, peut-être encore quelques minutes. Il continuait à me parler, mais en même temps, c'était plus vraiment un langage. Il m'envoyait des images, des sons. Ouais. Il y avait toutes sortes de choses qui se mélangeaient, quoi. Et suite à ça, avant de repartir, il me dit « Et souviens-toi de ces 2 mots, David. » Je m'en souviens comme si c'était hier. « Mitakuye Oyasin. » En Lakota, ça veut dire « Nous sommes tous apparentés ». Mais ça, je l'ai su en fait quelques années après. Oui, j'imagine. Quand il m'a bien rappelé de me souvenir de ces mots-là, il y a une sorte de tube lumineux qui est apparu et il a disparu avec. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant, ton histoire. Et ensuite, moi, terre à terre, tu rentres chez toi? T'es comment? En fait, j'étais à la fois euphorique, excité, parce que c'est vrai que j'étais jeune, j'avais 6 ans, mais j'avais même pas en fait ressenti de peur ou de gêne ou quoi que ce soit d'autre. C'est ça vraiment, qui était un peu particulier dans le sens où je lui ai fait entièrement confiance parce que je sentais qu'il m'était apparenté, Je sentais ce lien. Donc je suis rentré chez moi, évidemment, il faisait nuit, et puis mes parents d'ailleurs, ils ont trouvé ça un peu bizarre parce qu'ils m'avaient donné l'autorisation de rester dehors, mais bon, j'étais rentré un peu plus tard que prévu, quoi. Je leur ai fait comprendre que tout allait bien, mais en fait, au fond de moi, j'étais vraiment excité, quoi. Je trouvais plus de mots. Tu voulais pas leur dire? Et je pouvais pas leur dire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de préciser, c'est ce qu'ils m'avaient préconisé de faire pour l'instant, de rien dire à personne. D'accord. Parce qu'ils n'auraient pas compris. Ah j'en suis sans voix. J'en suis sans voix. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, donc, il s'est passé quelques mois après cette rencontre. J'arrêtais pas de penser à lui même, entre guillemets. Donc il s'est écoulé plusieurs mois et au bout d'un moment, il y a mes parents qui nous apprennent qu'on allait déménager. Ils faisaient construire une maison en fait au nord de Nantes. Qu'une fois aménagé là-bas, il s'est reproduit encore une chose aussi incroyable, si je peux dire. Un soir, pareil d'été, je jouais dehors, j'aimais beaucoup la nature, donc j'ai été très très souvent dehors. Je sens tout à coup comme les poils sur ma nuque qui s'irrissent. Je sentais une présence arriver en fait. Et quand j'ai levé la tête vers le ciel, j'ai vu une intense lumière partir en remontant. C'est tout ce que j'ai vu, qui était de forme un peu ronde, on va dire, oui. Et elle remontait très vite et du coup elle a disparu très vite aussi.
Mais en fait, là, il s'est passé à peu près la même chose que quand j'étais à Nantes. Quand j'ai rebaissé la tête, il y avait un autre être qui était là. Et cette fois, c'était ceux qui correspondent aux gris. Les petits gris. Il faisait à peu près 1m30 de haut, 1m35. Il semblait être nu. Il avait une grosse tête allongée avec des gros yeux noirs en amande. Ouais. Et c'est vrai que c'était impressionnant parce qu'en plus, rien ne se reflétait dans ses yeux. C'est ça surtout qui m'a... C'est ce détail, je vais dire, qui a retenu vraiment mon attention. Ouais. Il n'y avait rien qui se reflétait dedans. Il bougeait pas, il me regardait. Et puis, pareil, il me parle comme dans une sorte de télépathie aussi, par transmission de pensée. Ouais. Il me dit ne t'inquiète pas, je suis là pour te dire quelque chose. N'aie pas peur de moi. Je sais que tu as eu d'autres expériences avec d'autres êtres de mon espèce, mais crois-moi, tu ne crains rien avec moi. Alors, quelque part, j'étais un peu sur moi défensif quand même. Je me disais, oulala. Parce que je savais pas vraiment pourquoi, mais c'est comme si mon esprit me disait attention, mets-toi sur tes gardes, quoi. Du coup, il me parle un peu lui aussi, en me parlant d'abord pour commencer, il me parle de son monde, d'où il venait vraiment. Il venait de Zeta du Reticuli. Il m'explique en fait qu'ils avaient dû quitter leur planète d'origine parce qu'ils avaient épuisé toutes les ressources naturelles de leur monde, qu'ils voyageaient à travers du coup l'univers pour trouver toutes sortes de choses, pour subsister, on va dire, pour survivre. Il y a eu beaucoup de divisions dans leur peuple d'ailleurs à ce moment-là. Il y a d'ailleurs un groupe de son peuple qui s'est retrouvé à travailler entre guillemets sous les ordres de ce qu'on appelle les reptiliens, entités involutives. Enfin voilà, il m'a expliqué vraiment beaucoup de choses et c'est là que j'ai appris que j'avais été enlevé moi-même. D'accord. Par des gris d'Orion. T'avais quel âge ? Là j'avais 8 ans quand il m'a appris ça. À 8 ans, mais comment est-ce qu'on peut entendre des choses comme ça à 8 ans ? On est loin, on sait même. J'imagine qu'on sait même pas c'est quoi des enlèvements extraterrestres à 8 ans. En fait, moi je dirais, c'est vrai que ça s'en surprend beaucoup, mais moi ça m'a pas surpris. Au contraire, ça a confirmé des choses que je ressentais. D'accord, oui. Dans le sens où en fait, il y avait beaucoup de nuits où je me réveillais parce que je sentais une présence dans ma chambre qui voulait comme m'emmener, il cherchait à m'emmener en fait, et à chaque fois ça me réveillait. Et il y a même eu plusieurs nuits, ça va paraître un peu fou, mais et vous comprendrez après pourquoi, je vais expliquer certaines choses, mais j'avais comme une sorte de masse sombre qui flottait au-dessus de moi quand j'étais allongé dans mon lit. Et sur le coup, j'ai pris ça pour un démon. Ou quelque chose comme ça, quoi. Mais en fait, c'était pas un démon, c'était un faux souvenir implémenté dans mon esprit. C'est le gris de Zeta de Reticuli qui m'a expliqué ça, d'ailleurs. Les gris d'Orion, quand ils enlèvent les gens, en fait, ils implémentent de faux souvenirs pour pas qu'on se souvienne d'eux et de ce qu'ils font. Donc il y a plusieurs nuits comme ça où je me suis réveillé, il y avait ce genre de présence et je croyais que c'était un démon, mais non, en fait, ils m'enlevaient. Ils m'emmenaient dans leur vaisseau et après, quand ils me ramenaient, ils me mettaient un faux souvenir, voilà, et d'autres choses qui avaient rien à voir avec eux, en fait. Je pense que les 2 heures une heure et demie vont pas suffire. J'avais calculé 1 heure, maintenant dans ma tête, je suis en train de calculer 1 heure et demie. Ils t'enlèvent, ce qu'on t'explique, ils t'enlèvent, et qu'est-ce qu'ils font à 8 ans ? Eh ben, en fait, ils s'intéressaient quand même beaucoup à l'être humain et en fait, je dirais à certaines catégories, même que j'aime pas ces mots-là, mais bon, on va dire ça comme ça, certaines catégories d'êtres humains qui ont certaines facultés en fait. Parce que c'est vrai que d'ailleurs dans le monde de l'ufologie, beaucoup ne font pas de rapprochement entre tout ce qui est spirituel, ovni, tout ça. De plus en plus quand même. Mais de plus en plus, oui. Et en fait, voilà, ils s'intéressaient à des êtres humains qui avaient certaines facultés qu'on peut appeler médiumniques, psychiques, empathie, enfin voilà, toutes ces choses-là. Puis justement, qu'ils m'ont enlevé parce que j'étais capable de communiquer avec eux par la pensée. D'accord. C'est surtout ça d'abord apparemment qui les a étonnés d'ailleurs. Donc ils m'ont enlevé pour ça et après au bout de quelques années ils m'ont fait des prélèvements comme sur beaucoup. Donc de sang, de peau, de sperme, enfin toutes sortes de choses quoi. Un peu plus longtemps après j'ai aussi appris en fait que quelque part c'était pas pour rien qu'ils faisaient ça parce qu'ils créaient des êtres hybrides que l'on nomme maintenant Essassani ou Yael. Et ces êtres hybrides en fait sont capables de beaucoup plus de choses que les êtres humains lambda dans le sens où ils ont développé des facultés que l'homme n'a pas. Ou du moins où elles sont endormies. Et ils sont capables de vivre vibratoirement parlant, si je peux dire, dans des dimensions plus élevées, en fait, ces enfants hybrides. Des enfants hybrides. Est-ce que tu en as rencontré ? Oui, j'ai 3 enfants hybrides. Tu le vois à quoi ? Parce que tu le sais ou tu te rends compte ? Je dirais ça se voit en même temps et on le sent. Ouais. Ils ont développé quelque chose de spécial, ils ont plus d'empathie, ils ont de la télépathie, Oui, ils ont beaucoup d'empathie, ils aiment énormément l'homme, l'humanité en fait. C'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais ils aiment énormément les humains. Et ils essayent à chaque fois de donner même, de glisser des conseils pour justement par rapport à tel ou tel aspect de la vie sur Terre. Tiens, là, il faut que tu vois, essaye de voir ça comme ça, et puis tu verras après.
Enfin voilà, ouais, il donne beaucoup de conseils même en plus. Ouais. Alors, on est complètement dans le fantastique. La suite, moi je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on est rendu qu'à 8 ans. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il n'y a qu'un enchaînement après. C'est un enchaînement d'expériences, de rencontres. Oui. Par exemple, après, un peu plus tard, quand j'ai dû faire mon service militaire, donc je me suis retrouvé à Lorient, à l'école des fusiliers marins. Donc à Lorient. Et c'est une très grande base d'ailleurs où ils forment beaucoup de commandos. Il y a même aussi un arsenal, ils fabriquent des bateaux, enfin voilà. Je pense même qu'ils utilisaient à l'époque où j'y étais de l'énergie nucléaire, mais ça ils nous l'ont pas dit. Bref, il y avait quand même certaines choses qui étaient plus ou moins cachées, ouais, là-bas quand j'y étais. Donc avec un gars de ma chambrée, à l'époque, il s'intéressait lui aussi aux ovnis et aux EBE, tout ça. Et en fait, j'ai eu la surprise de le découvrir un soir. On était au restaurant entre plusieurs collègues de l'armée là. Et puis mon pote de chambre, il me dit tiens, attends, écoute, là, il y a Olivier là, il parle des EBE. C'est parce que tu parles toi aussi Bah je dis bah si oui. Donc du coup je suis surpris et tout, je l'écoute et c'est vrai qu'il avait l'air d'en connaître pas mal de choses. Donc ce gars-là, Olivier, bah en fait après je me suis retrouvé à travailler avec lui dans la base. En fait j'ai changé de poste parce que mon adjudant m'a demandé de passer le permis poids lourd pour être chauffeur du camion incendie pour les pompiers. D'accord. Et la buanderie en fait était attachée au PC sécurité. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont fait changer de poste et du coup je me suis retrouvé à travailler avec Olivier. Et bah, suite à ça, je suis devenu de super bons amis. Et on parlait tous les jours mais... C'est pas une rencontre fortuite, hein. C'est une rencontre qui avait été, comment dire, amenée comme ça pour que vous fassiez connaissance. Bah, je pense effectivement que c'est le cas parce que, comme je dis à beaucoup, moi, le hasard n'existe pas, il n'y a que des synchronicités. Et en plus de ça, je suis persuadé que nous sommes aussi créateurs de nos vies et par la pensée, on crée des choses. Donc, effectivement, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard de rencontrer ce gars-là et puis de passer beaucoup de temps avec lui. Hein. C'est ça. Donc du fait que je travaillais tous les jours quasiment avec lui, sauf le matin parce qu'en parallèle je passais du coup le permis poids lourd pour être pompier, mais autrement je passais toute la journée quasiment avec lui et on discutait tout en travaillant, on parlait d'OVNI, on parlait d'MJ12, on parlait de tout ça. Wow. Vos souvenirs j'imagine. Oui. C'était quelle année ça? C'était en 95. 95. Et j'en parle dans mon livre d'ailleurs. Et donc du coup du fait d'en parler tout ça, il a su que je menais aussi des petites enquêtes de mon côté sur le terrain. J'avais connu des ufologues et tout, quoi. Il voulait vraiment en savoir plus. Et à un moment donné, je lui dis, mais oui, mais de toute façon, même sur cette base, même là où on est, il se passe des choses apparemment un peu, on va dire, étranges. J'ai eu des choses qui me sont revenues, j'ai eu des échos, comme quoi il y a des militaires qui ont vu des vaisseaux, des ovnis, enfin voilà, ce genre de choses. Excuse-moi, Lorient, on va situer pour les Québécois. On s'est connu, Lorient, mais c'est sur le bord de mer, c'est un port très important en Bretagne. Voilà, oui, c'est ça. C'est une base importante de l'armée française maritime, les marins, quoi. Et c'est là qu'ils forment les plus grands commandos, d'ailleurs. La base, en fait, elle est vraiment, je dirais, c'est elle qui fait le port à Lorient. Oui, je connais, il y a la chance de connaître, c'est génial. Et voilà, il y a les bateaux de chaque côté, en fait. Ouais. Le fameux soir, justement, avec Olivier, on décidait d'aller sortir un peu plus loin que là où on avait l'habitude de se promener, en fait. On a décidé ce soir-là d'aller au bout vraiment de la base. C'était une zone apparemment interdite. Ça, je l'ai appris en fait que le soir même. Mais on ne savait pas pourquoi elle était interdite. Vous y êtes allé comment? À pied. Donc en fait, on y va. Et puis, on regardait le ciel en plus qui était super bien dégagé. On voyait les étoiles et tout. Et on parlait évidemment encore d'OVNI. Et au bout d'un moment, je dis à Olivier, c'est comme si j'avais senti, je dis tiens, là il y a quelque chose qui arrive derrière nous. Là. Donc on se retourne tous les deux. Et effectivement, on voit une lumière qui arrive à très grande vitesse, qui nous survole quasiment à basse altitude en plus, parce que il s'est passé qu'en fait il a plongé dans l'océan qui était face à nous. Olivier est très surpris, il en revenait même pas, il arrêtait pas de faire waouh, il avait jamais vu ça, quoi. Et en fait après ce qui s'est passé, c'est que 3, 4 minutes, 5 minutes peut-être max après, il y a un fourgon de la gendarmerie maritime, les gendarmes de la base en fait, qui nous tombent dessus. Ils sont 4, 5, 6, peut-être je sais plus trop maintenant, ils sortent du véhicule en courant vers nous. Ne bougez plus et tout, enfin voilà, ils nous donnaient des ordres plus ou moins. Et 2 d'entre eux se mettent à nous fouiller, en plus. Leur chef commençait à hausser la voix, et il me dit mais qu'est-ce que vous foutez là dites-moi ce que vous foutez là, c'est une zone interdite, vous n'avez pas le droit d'accès ici. On savait pas que c'était interdit. Ouais, jouez pas au plus malin et tout, il commençait vraiment à s'énerver. Ils continuaient à nous fouiller, les 2 autres, ils ont rien trouvé sur nous, à part nos clés, et puis voilà, quoi, rien de la carte militaire, enfin tout ce qui est banal, quoi. Et puis après, il y a un 3e flic qui regarde son chef, il lui dit mais on peut les laisser partir, ils ont rien sur eux, ils ont pas ce qu'on cherche.
Ah. Déjà, ça, entre guillemets, ça m'a fait un peu tilt. J'ai gardé ce qu'il a dit en tête, en mémoire. Il nous dit, bon, bah, c'est bon, repartez et on veut plus vous voir ici, c'est terminé. Bon, bah, ok, bien, chef, c'est bon, quoi. On repart en courant vers nos dortoirs et puis prendre notre douche. Et puis Olivier, il me dit, avant d'aller prendre sa douche, il me dit, attends, là, c'est pas normal ce qui s'est passé, il va falloir qu'on en discute. Je dis, bah oui, donc on prend notre douche et puis on ressort si tu veux, mais par contre, on retombe pas là-bas. Après avoir pris nos douches, on se retrouve à l'extérieur. Chose aussi qui était un peu étrange, c'est que juste quand je sors de ma chambrée, je tombe nez à nez avec un gradé que j'avais pas l'habitude de voir par là en plus, qui me regarde et il me dit qu'est-ce que vous faites? Je dis bah je sors juste fumer une cigarette, j'arrive pas à dormir. Bon bah d'accord, mais n'allez pas loin et retournez dormir. Bon bah bien chef, ok. Olivier me rejoint 5 minutes après et je dis bah là il y a des trucs quand même vraiment bizarres, il y a encore un gradé qui vient de me voir et de me dire des choses là. Il va falloir qu'on fasse vite. Donc on est parti en fait du côté du parking pour voiture, il y avait un petit bois, en fait on a été se mettre dans les bois et on a discuté. Donc Olivier cherchait vraiment à comprendre du coup ce qui s'était passé quoi. Et, il me dit mais qu'est-ce qu'ils cherchaient les gendarmes, c'est quand même étrange quoi. Et j'ai fini par lui dire bah je pense qu'en fait ils ont vu ce qu'on a vu nous aussi. Ouais. Sauf qu'ils ne l'ont pas dit évidemment. Ils ont vu ce que nous on a vu et je pense qu'ils voulaient le savoir. Et qu'ils voulaient voir peut-être aussi, vérifier peut-être oui si on n'avait pas des appareils photo ou autres qui auraient pu témoigner de ça quoi. Elle me dit oh non c'est incroyable et tout, waouh putain on est dans quoi là, on est dans X-Files ou quoi? Et je dis bah oui mais tu vois en fait c'est la réalité, hein, tu viens de le vivre, enfin voilà quoi. Au bout de quelques minutes après encore là aussi, il y a une autre voiture qui arrive et j'avais cru, parce qu'il faisait nuit quand même, j'avais cru voir du coup une autre voiture de gendarmerie maritime. Donc on a rejoint tous les deux nos chambrées, on a dormi peu mais on a dormi un peu. Et le lendemain matin, à l'appel, la grosse surprise, un autre véhicule de la gendarmerie maritime qui arrive. Oh je sens que ça sent pas bon. Et l'adjudant, je crois que c'était un adjudant à ce moment-là, le gradé des gendarmes là. Il vient voir notre chef, il dit où sont les matelots Rousseau et Lenoir? Notre chef surpris, il a un peu la voix tremblotante, il dit bah ils sont là, on vient de terminer l'appel, vous voyez, ils sont juste là. Le flic il nous dit vous êtes placé en garde à vue, on vous emmène. On n'a pas compris du tout ce qui se passait, pour qui, pourquoi, il nous emmenait. En plus de ça, ils nous mettent les menottes, main dans le dos, devant tous les collègues, enfin voilà, ouais, ça a été vraiment ahurissant comme expérience. Et puis ils nous emmènent dans leur fourgon et puis direction la gendarmerie, quoi, qui se trouve à l'entrée de la base en fait, carrément à l'entrée de la base, qui sert en même temps de PC un peu je dirais de sécurité pour qu'ils voient qui rentre et qui sort de la base. Donc ils nous amènent là-bas. Une fois arrivé dans le hall d'accueil, si je peux dire, il nous dit à un moment donné le flic attendez là, ne bougez pas. D'un seul coup il y a 3 ou 4 autres gendarmes qui arrivent. Ils nous séparent, Olivier et moi, ils nous emmènent dans 2 pièces différentes, à l'opposé l'une de l'autre en plus. Il y avait juste un bureau, une chaise, 2 chaises dans la pièce. On me dit asseyez-vous. Je m'assois. Je dis mais ça là, les menottes, est-ce bien nécessaire? Il me dit non, je vais vous les enlever, mais par contre ne tentez rien. Où voulez-vous que j'aille? Enfin bref, voilà. Il avait l'air quand même déjà assez énervé. Il sort de la pièce en claquant la porte, il revient 2 minutes après peut-être. Il s'assoit face à moi et il commence à m'interroger. Et puis il commence à me poser des questions un peu plus, je dirais, bizarres. Ça commence déjà, est-ce que tu as déjà eu affaire à la justice? Oui. Je dis bah non, j'ai jamais eu affaire à la justice. T'as déjà été au tribunal tout ça? Non. Puis je pense qu'il le savait parce qu'il regardait sur son écran. Bien sûr qu'il savait, voilà. Bien sûr, oui. Alors du coup, je pense qu'il voulait vérifier, mais bon, ça devait être plutôt des questions test ou enfin je sais pas, ouais, c'était vraiment bizarre. Et donc il me pose après des questions sur la base. Est-ce que t'es bien intégré ici? Est-ce que t'as des gens qui te menacent ou quoi que ce soit? Je dis bah non, tout va bien quoi, je veux dire. Même si entre guillemets c'est vrai, je vais vous l'avouer, j'aime pas être là parce que j'aime pas l'armée, mais je suis obligé de faire mon service comme tout le monde quoi. Là, enfin voilà, il commençait à s'énerver, ça tournait un peu en rond sur certaines choses en plus, et c'est ça je comprenais pas, mais il était très loin de, je dirais en fait de l'essentiel. Toi t'attendais à ce qu'il te parle de ce que tu avais vu, hein? Voilà, je m'attendais comme en fait. Une confirmation. Voilà, je m'attendais en fait que ces questions allaient tout de suite venir sur ce que on avait vu la veille. Mais en fait, pas du tout. Du fait que je répondais à toutes ces questions, mais que je voyais qu'ils cherchaient en même temps à essayer de me faire dire des choses, je lâchais pas en fait. C'est moi qui attendais que eux me posent certaines questions, on va dire. Et au bout d'un moment, ils s'énervent et puis ils sortent de la pièce. J'ai attendu au moins peut-être un quart d'heure, une demi-heure, ça a été long en plus. L'attente, j'ai dit mais dans quoi je suis là? C'est vraiment ahurissant quoi. Et là, il y a un autre flic qui arrive à sa place.
costaud, le gentil plus. ou le méchant? Bah voilà, ce qui est vraiment dingue, c'est que ça faisait penser au film de série B de police, quoi. Le type costaud, sévère, grand. Oh là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce mauvais film là? Et puis il commence direct, très nerveux en plus. Bon, allez, monsieur Matelot Rousseau, là, il va falloir nous dire tout ce que vous savez, il va falloir nous avouer là. Je sais même pas pourquoi on est là déjà, je lui dis. Ouais, ne jouez pas au plus malin, vous savez très bien pourquoi vous êtes là. Alors ça a duré plusieurs heures. Oh, Et au bout d'un moment, en plus j'avais soif, il nous avait même pas donné d'eau ou quoi que ce soit. Et je dis, mais à un moment donné, on est humain, on n'est pas des chiens, j'ai peut-être le droit d'avoir de l'eau quand même. Alors pareil, il se lève, énervé, sa chaise tombe à la renverse d'ailleurs. Il sort du bureau de la pièce en claquant la porte. Et puis là, au bout d'un quart d'heure encore d'attente, un troisième flic qui arrive à sa place. Eh bien, nous allons aller à la pause, nous allons quitter David quelques minutes et tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes très, très, très loin de nos surprises. À tout de suite. Eh bien, nous voici au retour de la pause et avant de retrouver notre militaire dans de très très fâcheuses postures, je voulais vous signaler que toutes les musiques que nous entendons en fond sonore durant cette émission sont les œuvres de David et qu'elles sont diffusées avec son aimable autorisation. Ouais, on est toujours avec David qui va nous raconter son arrestation, lorsqu'il était à l'armée à Lorient et que suite à une affaire d'OVNI, toi tu as été arrêté le matin, la veille avec ton ami Olivier, vous avez vu dans une zone qui était interdite, il n'y avait pas vraiment de raison à ce qu'elle soit interdite, un OVNI plongé dans l'eau. Voilà. Et le lendemain matin, à l'heure de l'appel, je ne sais pas si on dit comme ça. Si, oui. Déjà vous êtes fait rabrouer le soir même par c'est la gendarmerie ou la police militaire, je sais pas. Gendarmerie maritime. Gendarmerie maritime. Vous êtes rentré chez vous, vous êtes dans vos quartiers, vous avez discuté un petit peu. Et puis le lendemain, mauvaise surprise, vous vous faites arrêter à l'heure de l'appel. Vous vous faites arrêter le matin. Vous vous faites interroger par 3 policiers et puis le soir arrive et vous êtes toujours dans les locaux de la police. C'est ça. Le soir arrive, on est toujours en garde à vue. Je commençais à trouver vraiment le temps long parce qu'en plus ça tournait en rond dans leurs interrogatoires. Hein. Et donc au bout d'un moment, je sais même plus quelle heure il était, hein, mais il était tard le soir. Le troisième, donc, qui m'avait interrogé, sort de la pièce. Et au bout d'un moment, il y en a un autre qui arrive. Et du coup, il referme pas la porte. Je trouvais ça bizarre, sur le coup. Il y a 3 autres gendarmes qui arrivent en fait derrière lui. Mon Dieu! Dont l'adjudant en chef de la gendarmerie. Et lui, dès que je l'ai vu arriver, en plus, je fais « Oh là 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 !» Il avait l'air vraiment énervé. Il avait le regard noir, les sourcils vraiment en V, quoi. Et oui, vraiment énervé, quoi. Et donc il vient vers moi, il me prend par le callback, qui me soulève de ma chaise, il me plaque contre le mur. Il fait maintenant, il va falloir que tu avoues tout parce qu'autrement c'est terminé pour toi, c'est la prison, c'est fini pour toi. Je sais même pas de quoi je suis accusé. Explique-moi de quoi tu m'accuses là, parce que je sais même pas de quoi tu m'accuses. Ah non, tu sais pas, il y a tout le matériel militaire qui a disparu là. Tu sais pas ce que c'est? Je fais non. Il dit ouais, de toute façon c'est pas grave, on est en train d'interroger les témoins et tout dans vos quartiers là-bas. Témoin? Mais quel témoin? Alors là, je comprenais toujours pas de quoi il nous accusait vraiment, à part ce fameux vol de matériel militaire. Et apparemment, il y aurait eu des armes et tout ça qui avaient disparu. Il continue à nous accuser dans ce sens. Mais en fait, ce que j'ai compris au bout d'un moment, c'est que c'était une sorte de manigance qui voulait nous accuser de ça. Mais en fait, il cherchait vraiment à savoir pourquoi on était dans cette fameuse zone interdite. Et il me tenait toujours par le callback et au bout d'un moment j'en ai quand même eu marre. Je lui dis mais attends, déjà arrête de te prendre pour Clint Eastwood, je sais pas pourquoi je lui dis ça. Je dis arrête de mater les westerns à la télé, t'es pas dans un western. Je dis relâche-moi, j'ai des droits, je suis humain. Alors il me relâche quand même et il tape du poing sur le bureau en se rasseyant. Il me dit maintenant avoue. Et je dis mais je vais avouer quoi? J'ai rien fait. Et puis au bout d'un moment il est arrivé ce qui devait arriver, ça m'a énervé. J'ai perdu patience, si je peux dire. Je lui dis bon c'est ok.
très bien. Tu veux que je te dise quelque chose? Je vais te dire ce qui s'est vraiment passé. En fait, si je me suis retrouvé là maintenant où je suis à cause de vous, c'est parce qu'en fait, avec mon collègue Olivier, on a vu quelque chose qui est pas censé exister, que je lui dis comme ça. Il me dit, ah bon, de quoi tu parles? Bah, je dis, bah en fait, on a vu un ovni. Il me dit, ah bon, tu veux nous faire croire que tu as vu un ovni, que vous avez vu un ovni? Ah, je dis, bah oui, non seulement je te le dis, mais je te le confirme. Il nous a survolé, il a plongé dans l'océan. Là, il est resté un peu déconfit, du coup. L'adjudant, il garde le silence et d'un coup, il se relève, il va voir ses 3 collègues qui étaient restés dans le fond de la pièce et il marmonne avec eux. Il chuchotait, quoi, j'entendais pas ce qu'il disait. Et au bout de 2 ou 3 minutes, il revient vers moi, il me dit, bon, bah tu vas passer la nuit en cellule, ça va te faire réfléchir. Ah, je fais pas, ok, bah, génial. Donc, je me retrouve en cellule. Le lendemain matin, on vient nous réveiller de bonne heure, il devait être 5h, je crois, 5h30. Par contre, c'est là que c'est vraiment devenu très étrange. Le gendarme qui est venu, enfin c'est pas vraiment un gendarme, c'était un militaire, mais qui avait, je sais plus, peut-être plusieurs étoiles quand même, hein. Plusieurs barrettes, je veux dire, sur les épaules, qui me dit, au bout d'un moment, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je dis, mais vous êtes qui d'abord? On se connaît? Oui. Il me dit, toi tu ne nous connais pas, mais nous on te connaît. D'où vous me connaissez? Je lui réponds comme ça, il me dit, je peux pas te répondre, mais en tout cas, tu n'as rien à craindre, tout va bien se passer. Et puis il s'en va. Donc je prends mon petit déjeuner, après on m'emmène prendre ma douche. Une fois sorti de la douche, je me retrouve face à un autre militaire qui lui aussi me dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et je fais, mais attendez, t'es le deuxième à me dire ça là, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas là. Il dit, pose pas de questions, tu verras tout à l'heure. Donc il m'amène au hall d'accueil de la gendarmerie, et puis là j'ai eu la surprise de retrouver Olivier, parce que je l'avais pas vu en fait depuis la veille au matin. Je lui fais un léger sourire pour lui faire comprendre que j'allais bien et pour voir sa réaction aussi. Puis il me fait un léger sourire aussi, donc je fais bon, ça a l'air d'aller. Et puis en fait, on m'assoit à côté de lui. En même temps, j'étais un peu ravi de le revoir, quoi. Et je lui demande, bah, tout va bien, comment ça s'est passé pour toi? Un peu rassurant, oui. Voilà. Il me dit, oui, ça peut aller, mais par contre, c'est quoi leur histoire, quoi? C'est incroyable. Je comprends pas du tout ce qui nous arrive. Ça a été ahurissant. Ils m'ont menacé et tout, qui me dit, je dis oui, t'inquiète pas, moi aussi, ils nous ont accusés de toutes sortes de choses. Au début, il me dit, ouais, moi aussi, et il m'accusait de vol d'armes et tout, de matériel militaire et tout. Je fais, t'inquiète pas, moi aussi. Et puis Olivier, au bout d'un moment, il me dit, mais apparemment, ils m'ont dit que t'avais tout balancé, t'avais tout lâché. Je dis, quoi? Tout lâché quoi? Il me dit, je sais pas. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que t'avais tout lâché. Bon, bah je dis, Olivier, je vais être franc avec toi, je lui aurais effectivement avoué qu'on avait vu un ovni. Quoi? Et tout, il commençait un peu à perdre pied, il me dit, c'est pas possible, tu leur as dit? Je dis, bah oui. Autant dire la vérité, hein, je veux dire, voilà. Ah bah là, qu'est-ce qui va se passer pour nous et tout? Je dis, bah j'en sais rien du tout. Et là, à ce moment-là, il y a un autre militaire qui arrive, il me dit, bon bah levez-vous, je vous emmène. Pose pas de questions, on vous emmène. Donc on sort de la gendarmerie, on monte dans un véhicule, à l'arrière. Le chauffeur, à un moment donné, à peine, après avoir démarré, quoi, peut-être au bout de 100 mètres, 200 mètres, le chauffeur, il nous regardait dans le rétro, tout en conduisant. Il me regarde et il me dit, on t'a prévenu, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je fais, mais attends, ça fait 3 fois que j'entends ça depuis ce matin. Pourquoi vous dites ça? Vous êtes qui? Pose pas de questions. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, on n'a pas eu de conversation ensemble. Je fais quoi? Non, j'ai rien dit, qu'il me dit. Et puis je vois quand même que dans le rétro, il me fait un petit clin d'œil. C'est vrai que quelque part, c'était rassurant, quoi. Et, oui, c'était humain. C'était humain, voilà. Mais je lui dis quand même, je finis par lui poser la question, mais je peux savoir, vous nous emmenez où là? Dans le bureau du général. Quoi, ce film d'horreur là? C'est pas possible. Ça va s'arrêter quand? Donc il nous emmène effectivement dans les bureaux. Il y avait plein de gradés en plus qui étaient là. On n'avait pas vu du tout ce qui s'était passé depuis la veille, mais en plus de ça, étrangement, il y avait plein de gradés qui faisaient des allers-retours dans les bureaux, qui venaient de bases extérieures. Mais c'était vraiment étrange, ouais. Et on arrive dans le couloir où il y avait le bureau du général. Et puis notre hôte, entre guillemets, il me dit, bon, patientez, je frappe à sa porte, mais quoi qu'il en soit, restez qui vous êtes. Surtout, dites-lui la vérité. Et tout va bien se passer. Donc on rentre dans le bureau, on était quand même un peu, je dirais, tétanisés, hein, parce que se retrouver dans le bureau du général comme ça, en plus je l'avais jamais vu. C'est impressionnant, quoi. Et il nous regardait droit dans les yeux, bien droit assis sur sa chaise, et il nous regarde et il nous dit, bon allez, expliquez-moi là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes là? Je vais être franc avec vous. On s'est retrouvés placés en garde à vue, tout ça parce qu'on a vu un ovni.
Passer au-dessus de la base, plonger dans l'océan. Un ovni qui me dit. J'ai dit oui, un ovni. Vous pouvez me le décrire qui demande. Et puis du coup, Olivier prend la parole aussitôt et dit oui, il était de forme un peu ovoïde, ovale, quoi. Très lumineux. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé sur le coup, comme disait Olivier, au général. Et il dit, et en plus de ça, il a plongé dans l'océan face à nous. Le général est un peu surpris quand même. Il nous regarde. Pendant quelques secondes, il disait rien. En fait, c'est vraiment, véritablement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Bon, alors, monsieur Rousseau et monsieur Lenoir, je vais vous donner des ordres. Si on vous pose des questions par rapport à ça, vous dites, vous répondez, vous avez vu un satellite tomber. Je fais, mon général, pardon, mais un satellite? Oui, vous avez vu un satellite. J'ai dit, mais... Un satellite, ça tombe, oui. C'est pas crédible, je veux dire, c'est pas... Je vous dis que vous avez vu un satellite tomber, ou les restes d'un satellite. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il me dit, Matelot Rousseau, n'insistez pas. Parce que là, c'est la porte de sortie pour vous. Il me dit, regardez, j'ai votre dossier, là. Vous voulez que je le détruise, ou vous voulez que ça aille plus loin et que vous finissez là en prison? Je fais, ok... Donc, du coup, moi, j'ai dit, bah, écoutez, si c'est comme ça, pas le choix. Hein. On va effectivement répondre aux gens qui nous posent des questions, qu'on a vu un satellite ou les restes d'un satellite tomber, et puis voilà, on va en rester là. Et le général, il nous demande, je peux vous faire confiance? Je fais, oui. Vous êtes sûr, hein? Je fais, oui. Et puis, il enchaîne en me disant, et vous, de toute façon, monsieur Rousseau, je sais qui vous êtes. Bah, là, très surpris, je dis, mais comment ça? Et il me dit, cherchez pas qu'à comprendre, on sait qui vous êtes. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'en rester là. Mais par contre, ne jouez plus à ce petit jeu, faites attention où vous mettez les pieds, qu'il me dit. Oui, et on en reste là. Et puis il nous relâche. Entre-temps, il avait déchiré le dossier, la garde à vue, oui. Format papier, oui, voilà, chose que j'ai oublié de préciser. Il a déchiré le papier, le dossier numérique, il l'a effacé. Et il dit, et voilà, je vous rends service, vous me rendez service, on en reste là. Et voilà comment s'est terminée l'histoire. À partir de quand en as-tu parlé de ça? Eh ben... En fait, c'est vrai que je suis un peu, comment je pourrais dire, tête brûlée dans ça. Oui, un petit peu. C'est qu'effectivement, en fait, ce qu'il nous ordonnait de faire, c'était de garder le silence. Et moi, je l'ai pas gardé le silence. Ah oui, jamais? Non. Wow. En fait, le premier jour, juste le lendemain. C'est peut-être ce qu'il fallait faire, en effet. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Et j'ai pas gardé le silence longtemps, juste une journée peut-être, oui, parce que en plus ça commençait à devenir pesant, parce qu'il y avait beaucoup d'autres gars qui avaient vu quand on a été embarqué et tout. Bien sûr. Donc ils nous posaient des questions en plus. Bah, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors sur le coup, je répondais pas franchement, quoi, mais ça me pesait déjà. Et donc oui, dès le surlendemain, en fait, j'ai dit la vérité à certaines personnes. J'ai dit, ben voilà, ils nous ont emmenés parce qu'en fait, on a vu un objet volant non identifié plongé dans l'océan de la base. Enfin, devant la base. Ah, mais c'est un truc de dingue, voilà, plusieurs gars qui nous disaient ça, quoi, c'est un truc de dingue et tout, faut pas en rester là. J'ai dit, bah oui, mais attends, t'as vu où on est dans une base militaire. En plus, comme tu le sais, c'est des commandos, c'est des spécialistes, quoi, c'est des professionnels, les mecs, enfin voilà. J'ai calmé un peu le jeu dans le sens où après, j'en ai pas trop parlé là-bas sur place. Et Olivier, en plus, il commençait, je dirais pas à paniquer, mais à avoir un peu peur, parce que du coup, j'avais dit les choses. Et il me dit, non mais... il faut qu'on arrête, hein, parce qu'autrement, il va y avoir des répercussions, c'est obligé, quoi. J'ai dit, mais t'inquiète pas, de toute façon, moi, j'ai des connaissances ici dans le monde ufologique, je vais en parler à des gens. Il me dit, oh non, arrête. J'ai dit, non, je vais pas en rester là. Tu donnes pas mon nom. J'ai dit, non, t'inquiète pas. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, arrivé au week-end où j'étais en perme, je rentre donc chez moi, sur Nantes, et puis j'écris 2 lettres que j'envoie à 2 magazines ufologiques. Au bout de plusieurs mois, j'ai eu des réponses d'un des magazines, je ne sais plus lequel maintenant, mais il m'avait répondu négativement. Il ne voulait pas publier mon article. Par contre, le deuxième avait accepté. Et c'était le magazine Factor X, je crois, à l'époque, qui parlait de tout ça, ouais, de tout ce qui était ovni, phénomènes paranormaux, quoi. Ils avaient publié mon article, et pour eux, on avait plongé en plein X-Files. Ils avaient même fini par répondre « La vérité est ailleurs », comme on le sait. Est-ce que c'était ironique ou pas? Non, bah, un peu. Je dirais un peu, ouais. Donc ils n'ont pas cru. Bah, je dirais pas plus que ça, ouais. Parce qu'ils m'ont pas vraiment posé de questions plus après pour connaître des détails ou autre, quoi. Donc après ça, tu t'es couvert, en fait, en envoyant l'article à un journal. Oui. C'est un peu ça, une couverture, hein. Oui, bah oui. Plus on en parle, et c'est ça. Normalement,
plus ça protège. Plus ça protège. C'est ce qu'on m'a dit en fait, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que nous, on veut savoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu, je dirais, des expériences encore un peu plus traumatisantes que, en fait, que ce que j'avais vécu sur la base même. Au bout de quelques mois, en fait, j'étais avec mon meilleur pote d'enfance on se baladait dans le centre-ville de Nantes, comme on le faisait souvent tous les week-ends d'ailleurs. Samedi soir, on sortait du restaurant. On allait se diriger vers un bar pour finir la soirée, quoi. Mais en petit détail d'ailleurs, c'est que je bois pas d'alcool ou quasiment peu, donc on buvait pas d'alcool. Mais on aimait bien aller se retrouver dans des bars ambiance où il y a de la musique et tout, quoi. Entre-temps, j'avais entre guillemets une envie pressante qui m'a pris et je savais que dans une petite rue adjacente, il y avait des toilettes publiques. Donc je dis à mon pote, attends, bouge pas 2 secondes, tu m'attends là, je vais aux toilettes et je reviens, quoi. Donc je m'engouffre dans la petite ruelle. C'est vrai qu'elle était très sombre, il n'y avait pas d'éclairage. Au moment où j'ouvre la porte, j'entends des pas, mais assez lourds quand même, qui s'approchaient et comme il faisait nuit, je voyais pas encore. Et ça faisait un peu, par moments, même comme des cliquetis métalliques un peu. Et en fait, quand je me suis retourné après avoir refermé la porte des toilettes, je me suis retrouvé face à un commando des militaires qui étaient cagoulés, armés. L'un d'eux se détache du groupe. C'est là que j'ai pu voir qu'il avait des étoiles. En plus, c'était un haut gradé. Et il me dit, comme ça, des souvenirs que j'en ai en tout cas, il m'a dit comme ça très sèchement, Monsieur Rousseau, c'est terminé. Il va falloir tout stopper là, maintenant. J'ai dit, mais d'abord, vous me connaissez, je vous connais pas. Vous êtes qui? Et un peu comme les autres dans le passé, sur la base, il me dit, c'est moi qui pose les questions, c'est pas vous. Et quand je vous dis que c'est fini, c'est terminé. Et vous savez très bien de quoi je parle. Je fais, non, là, excusez-moi, je comprends pas là. Donc ça a duré quand même au moins 5 bonnes minutes. Il me posait des questions, je répondais pas à toutes. Et je sentais un peu l'entourloupe, quoi. Et puis les autres gars, par contre, de son bataillon, si je peux dire, devenaient de plus en plus nerveux. Il y en a un qui a armé son fusil, je l'ai entendu. Je fais, mais c'est pas possible, on retombe dans un cauchemar, là. Le haut gradé, il finit par me dire, de toute façon, on sait très bien où tu habites. On connaît ton adresse, on connaît ton numéro de téléphone. Si tu veux pas que tes parents ou ta famille disparaissent, tu arrêtes tout maintenant. J'ai dit, mais vous me faites pas peur, vous avez beau me menacer, vous me faites pas peur. Ah, tu le prends comme ça, qu'il me dit. J'ai dit, oui, si ça vous plaît ou pas, je m'en fous, mais en tout cas, vous me faites pas peur. Quoi qu'il en soit, vous me faites pas peur. Les menaces, pouf, voilà quoi. Il me dit, ah bon, tu le prends comme ça, très bien. Il arme son fusil à son tour. Ah, je fais parce que là, en plus, vous me menacez directement, quoi. Il me dit, non seulement je te menace, mais c'est que je vais te liquider, qu'il me dit comme ça. Ah, j'ai dit, allez-y alors, tuez-moi. Et là, dans les fractions de secondes qui ont suivi, il y a plusieurs motos qui se sont engouffrées dans la rue. J'ai un coup de bol pour moi. Ils ont rabaissé leurs armes, ils sont partis en courant. Ah, je fais putain, quelle histoire de dingue. Ça avait duré quand même un moment, peut-être bien un quart d'heure, même peut-être plus. Après, on voit pas trop le temps passer quand c'est comme ça, mais je pense tout de suite à mon pote qui m'attendait à l'autre bout de la rue. Je fais, oh là là, je le rejoins en courant. Il dit, t'étais où? Qui me dit, je t'attends là depuis un moment, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai dit, oh là là, alors attends, il faut que là on trouve un bar, prendre un verre, que je lui dis comme ça. Il me dit, ah bon? Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est rare quand tu bois de l'alcool? J'ai dit, ouais, mais là j'ai besoin d'un verre. Il a compris qu'il y a quelque chose qui allait pas et il me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. J'ai dit attends, on va aller s'asseoir d'abord dans le bar et je t'expliquerai. Donc on trouve un bar et coup de chance entre guillemets, il y avait personne dans le fond de la salle du bar. Donc on va tout au fond du bar et puis on commande 2 verres, dont moi un verre de vin. Oh, quel alcool fort! Ouais, c'était pas fort. Et puis donc le serveur nous amène nos verres. Je bois mon verre de vin quasiment direct. J'ai dit ouais, mais ok, j'avais besoin un peu de ça pour me remonter, quoi. Et puis voilà, quoi. Il me dit dis-moi alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai en fait voilà ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé face à un commando armé et ils m'ont menacé. Ah mais ils en revenaient pas. C'est pire que la fiction, quoi. C'était pas de la fiction là, c'était la réalité. Et c'était combien? Ils étaient nombreux? Ah oui, ils étaient au moins 8 de ce que j'avais pu voir, ouais. Et tu crois que c'était un commando, un vrai commando ou quelque chose? Ah oui. Oui, ils avaient vraiment les tenues militaires, mais par contre des tenues noires. C'était des tenues noires, ouais. Mais c'était bien militaire, oui. Je le voyais à leur démarche et tout, de toute façon. Donc voilà, j'ai expliqué tout ça à mon pote et lui, il a pris un peu peur, pour moi, entre guillemets, et il me dit, il faut que t'arrêtes tout ça. Hein. Oui, arrête. En plus, comme quoi, en fait, tout ce que tu me disais sur les ovnis depuis tout ce temps, c'est vrai alors? J'ai dit, oui, c'est vrai, tu vois, je veux dire, voilà. On vient de me menacer, je crois que là c'est une preuve. Oh là là, ouais, arrête, moi je veux pas te perdre, qu'il me dit comme ça. J'ai dit, mais non, mais t'inquiète pas, tu vas pas me perdre. Non, tu rigoles, ils t'ont menacé de mort, il me dit. J'ai dit, oui, je sais peut-être, mais je pense qu'ils ont voulu me faire peur aussi, plus qu'autre chose. Suite à ça, je me suis rendu compte en fait qu'effectivement, parce que du coup après l'armée, j'étais revenu vivre chez mes parents, j'avais pas encore les moyens pour prendre un logement, donc je vivais chez mes parents. Et c'est vrai que je m'étais rendu compte que quand je recevais des coups de fil d'amis ou autres, il y avait des bruits bizarres pour le téléphone. Même mes parents l'avaient remarqué aussi.
quand ils étaient en appel avec de la famille ou autre. Chose étrange, c'est qu'à un moment donné, un jour, je sors pour aller travailler, j'avais trouvé un boulot en intérim. Un matin, je sors pour aller bosser, et il y avait une voiture qui était garée juste en face de la maison de chez mes parents, sur le bas-côté. Une voiture noire, vitre teintée, en plus je voyais pas qui était à l'intérieur. Et quand je suis monté dans ma voiture, ils sont partis. Je rejoins mon lieu de travail, qui était dans la zone industrielle de Carquefou, c'était en industrie. Je travaillais en 3 à 8 là-bas, et j'avais fini tard le soir, là. Donc je sors de l'entreprise, je remonte dans ma voiture pour rentrer chez moi. Et à peine sorti de la zone industrielle, je m'arrête au stop, il y avait un stop. Je vois d'étranges lueurs qui se dirigent vers moi, dans le ciel. Sur le coup, je pensais que c'était un avion. Je sors de la voiture quand même pour m'en rassurer. En fait, c'était pas un avion, c'est venu se stationner au-dessus de la voiture. Et c'était de forme triangulaire, tout noir. C'était à quelle époque, ça 96-17. Et chose étrange, c'est qu'entre guillemets, c'est qu'il avait, si on peut dire comme ça, 3 lumières à chaque angle. Et il y avait une sorte de lumière centrale qui était blanche et parfois rougeâtre. Et puis en plus, il descendait de plus en plus, l'appareil. Et là où j'ai été, entre guillemets, stupéfait, c'est que j'ai reconnu le logo de l'US Air Force dessus. Je me dis, mais c'est pas possible. L'engin n'émettait aucun son. Il était où, le logo? Il était, par rapport à la lumière centrale, il était plus, je dirais, quand il était au-dessus de moi, plus vers l'avant. Entre la lumière centrale et vers l'avant. D'accord. Et il a disparu, il y a eu une sorte de flash lumineux là aussi, il a disparu. Et en fait, ce qui a été vraiment très surprenant, c'est que je me suis réveillé le lendemain chez moi, chez mes parents du moins. Je me rappelais plus du tout comment j'étais rentré. Et toute la nuit, j'avais comme fait un rêve, comme quoi j'avais été enlevé. Enfin, c'était vraiment étrange, quoi. J'avais eu l'impression d'avoir été enlevé. Du coup, j'ai revu Esaïel. Oui. Parce que je lui ai posé des questions, comme je sais qu'il était, on va dire, relié, connecté. Je lui ai posé des questions et il a fini par venir me voir et me répondre. Et il m'a dit, effectivement, ils t'ont enlevé, ils t'ont emmené. Mais je dis, mais cet appareil-là, c'était pas extraterrestre, c'était humain. J'étais avec des militaires à l'intérieur. Tu t'en souviens? Ouais, ça je m'en souvenais très bien. Il y avait 3 militaires à l'intérieur. Et Zaya, il me dit, tout ce que je peux te dire pour l'instant, c'est que c'est lié à ce que tu as vécu dans le passé déjà. Je dis, mais attends, par rapport à quoi? Par rapport à ta rencontre, la toute première rencontre, par rapport au gris? Il me dit, c'est un ensemble, c'est un tout. Mais ça en fait partie. Alors sur le coup, il m'a pas apporté plus de réponses que ça, quoi. Il m'a dit, par contre, t'inquiète pas, tu vas te rappeler de certaines choses maintenant, par contre. Et effectivement, après, je me suis mis à m'intéresser, on va dire, plus à ça, à cet aspect-là des choses concernant les ovnis, on va dire, militaires. Je suis tombé sur des articles, enfin, sur toutes sortes de choses qui parlaient de ces fameux TR-3B. Et en fait, ce sont des appareils qui ont été conçus à partir de rétro-ingénierie. Donc, suite à toutes mes recherches que je faisais, du coup, ça a réveillé des souvenirs en moi. Ouais. Je me suis souvenu qu'en fait, entre l'âge de 6 ans et 8 ans, les militaires m'avaient emmené eux aussi, déjà. Ils m'avaient emmené dans le désert américain au niveau du Nevada, par là-bas. Et je me suis souvenu clairement qu'il y avait comme une sorte de trappe géante qui s'est ouverte au sol, dans le désert. Et l'appareil s'était, on va dire, engouffré dedans. Les trappes se sont refermées, je m'en rappelle toujours, comme si c'était hier, se sont refermées au-dessus de nous. Et à un moment donné, après, quand on est sorti de l'appareil, je me suis rendu compte qu'il y en avait encore plusieurs autres qui étaient là. Il y avait des scientifiques civils qui étaient là, il y avait toutes sortes de gens civils, des militaires armés aussi, prêts à faire feu, comme s'ils étaient sur on va dire, en alerte ou en état de guerre presque. Ils étaient prêts à faire feu, quoi. Leurs armes étaient armées. Je me rappellerai très bien qu'il y avait un gradé justement qui m'avait accompagné durant tout ce temps-là où ils sont venus m'emmener, qui me parlait en français. Il parlait très bien le français. Il était américain, mais il parlait très bien le français. Il me dit, t'inquiète pas, sois rassuré, on va t'emmener en sous-sol, là, dans une salle, et on va te faire quelques tests. Et quelques tests, mais des tests de quoi? Ils me disent, t'inquiète pas, sois rassuré. On traverse cette sortie d'immense hangar, oui, si on peut dire, parce que là où on est arrivé, là, on est passé devant plusieurs autres TR-3B, en fait, et devant un autre appareil que j'ai pas reconnu, il était un peu bâché, un peu camouflé. Et puis, on arrive dans une sorte de couloir, il y avait un ascenseur. Un seul ascenseur, et on monte dedans. Il avait une sorte de badge, le militaire, il passe son badge, et l'ascenseur descend. Il n'y avait pas de numéro qui apparaissait sur un écran ou quoi que ce soit. Et l'ascenseur descendait, ça paraissait long, ça descendait. Je fais, mais on va jusqu'où comme ça? Il me dit, t'inquiète pas, on va vraiment au tout dernier niveau, au sous-sol. Et ça paraissait long, quoi. Je dis, mais on est à combien de mètres sous terre, quoi? C'était incroyable.
Et l'ascenseur s'arrête, la porte s'ouvre, et on se retrouve là, encore une fois, dans un autre couloir. Il y avait des lumières de chaque côté des parois, des sortes de néons. Et puis, il m'emmène, il avait sa main sur mon épaule, il me guidait, quoi, en même temps, en marchant. Il me dit, là, on va aller là-bas, au fond du couloir. On se retrouve face à une porte métallique. Et avec son badge, il ouvre la porte. Il me dit, là, à partir de là, maintenant, tu vas voir des choses que très peu de gens voient. Eh bien, je suis désolée, mais je suis dans l'obligation de couper ici le récit de David, car nous allons aller à la pause. Au retour de la pause, nous allons poursuivre ce récit. Alors évidemment, on a tous notre libre arbitre et on est tous en droit d'y croire, de croire à ce récit ou non. En tout cas, il est tellement intéressant et tellement fantastique que nous, eh bien, on a vraiment envie d'aller au bout de cette aventure et d'en savoir encore plus. Donc, eh bien, à tout de suite au retour de la pause. Eh bien, j'espère que vous êtes assis confortablement, car tout de suite, nous retrouvons David pour son incroyable récit. Et avec son badge, il ouvre la porte. Il me dit, là, à partir de là, maintenant, tu vas voir des choses que très peu de gens voient. Je fais, ah bon, mais par rapport à quoi? Il me dit, regarde, ne pose plus de questions, tu vas pouvoir le voir par toi-même. J'aime bien toujours des petites questions. Oui, pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi moi? Il ouvre la porte et là j'ai été surpris, ça ressemblait un peu à un hôpital, un cabinet médical. Il y avait une sorte de table où il fallait s'allonger, enfin oui, ça faisait chirurgical presque même. Il y avait des écrans sur 2 bureaux. Par contre ces écrans-là, je les avais jamais vus avant. C'était des technologies que j'avais pas vues. C'était comme des écrans translucides en fait. Oui. Il n'y avait pas de bord, de carcasse, enfin de... Oui, puis en plus ça date, ça, c'est... T'avais quel âge? J'avais une vingtaine d'années. Une vingtaine, oui. Et bon, ça existait en science-fiction. Voilà. Et c'est là que j'ai été très surpris, c'est qu'il y avait des écrans comme ça, translucides, qui semblaient ne poser sur aucun pied, en plus, comme nos écrans à nous. Il n'y avait pas de support visible, en tout cas. Et puis, il y avait sur leur bureau, il y avait d'autres sortes d'appareils aussi que je n'arrivais pas à reconnaître, que je ne connaissais pas. Excuse-moi, parce que... je suis tellement plongée dans ton récit. Ça, c'est avant ou après l'expérience militaire à Lorient? C'était après. Après? Après, oui. Oui, voilà. Tu as l'expérience à Lorient. Ensuite, tu as l'intimidation des commandos, oui. Et puis, un jour, tu es suivi dans la rue. C'est ça. Quand je sortais de l'entreprise à la fin de ma journée, oui. Ouais. Et donc, il me dit, quand une fois arrivé dans cette pièce, il me dit, installe-toi. N'aie crainte de rien, je te rassure. Il essayait vraiment d'être rassurant en plus, et chose étonnante, c'est que j'avais quand même confiance en lui. Ça peut paraître bizarre, mais oui, j'avais confiance. Il était comment lui, en militaire? Oui, en militaire. Oui. Militaire comment? Américain? Américain, oui. Ouais. Et il avait une tenue noire, par contre, un treillis noir, une veste noire, béret noir. Un béret noir. Et donc il m'installe sur cette sorte de chaise allongée là. Il me dit voilà, détends-toi maintenant, t'inquiète pas. On va juste faire quelques tests sur toi. On va mesurer certaines choses au niveau de ton cerveau. Je fais ah bon? On va placer 2 électrodes. Ouais, ça ressemblait à des électrodes, mais ça n'en était pas en fait, mais ça y ressemblait. C'était 2 petites pièces rondes qui m'ont mis là de chaque côté des tempes. J'avais jamais vu ce genre de technologie en plus, hein, c'était métallique, mais ça émettait une lumière en plus. Ils émettaient par eux-mêmes des lumières, ouais, ces petits objets là. Et puis il m'en a placé une 3e sur le fond là, au niveau, je dirais presque du 3e œil là, juste au-dessus du nez. Maintenant, respire, détends-toi. Alors je me détends quand même. Je me suis observé quand même partout autour de moi ce qui se passait. Il y avait là 2 scientifiques aussi, enfin des hommes en blouse. Donc je pensais que ça devait être des médecins ou des scientifiques. Et ils étaient eux face à leurs écrans. Il y en a un qui tenait une sorte d'appareil pareil de sa main aussi, il tapotait dessus, je savais pas ce que c'était. Ça ressemble maintenant à ce qu'on appelle nous des tablettes. Oui. Mais c'était translucide en plus là aussi. Et un des scientifiques me dit très bien, on voit que tu te relaxes.
on va mesurer certaines choses qui sont émises de ton cerveau. Et sur l'écran, j'ai pu voir qu'il y avait effectivement mon cerveau qui est apparu. L'autre scientifique, le deuxième, il dit non mais regarde-moi cette activité, c'est quand même incroyable, qui lui dit. Je savais pas de quoi vraiment il parlait, moi. Et il esquissait un sourire, l'autre, le militaire aussi. Et ils avaient l'air contents, en fait, satisfaits, ouais. Et le militaire me dit bon, très bien, le test va commencer maintenant. Alors, le militaire continue à me dire continue à te détendre, t'inquiète pas, de toute façon, on va rien te faire contre toi. Non, c'est juste un test, au niveau cérébral, qu'il me dit. Je fais bon, ok. Et puis là, j'entends une autre voix, une femme, une voix féminine, qui me parle, qui me dit bonjour David, ça va? Je fais hein? Je regardais tout autour de moi et je la voyais pas. J'ai dit vous êtes qui? Bonjour, mais vous êtes qui? Je vous vois pas. Elle me dit ne t'inquiète pas, tout est bien, je suis pas loin de toi, mais en même temps je suis pas proche, mais je suis pas loin de toi. C'est vrai que depuis tout gamin j'avais l'habitude de voir ce qu'on appelle des esprits ou des extraterrestres, enfin voilà, d'autres êtres quoi. Sur le coup je croyais qu'elle était morte et que c'était en tant qu'esprit qu'elle me parlait. Alors je dis vous êtes morte, je vous vois pas. D'accord. Elle rigolait, elle me dit non je suis pas morte, je suis bien vivante. Et je t'entends très bien. Qu'elle me dit je dis moi aussi je vous entends très bien, mais elle me parlait en fait par transmission de pensée, par télépathie quoi. Elle me dit comme ça, maintenant voilà, tu vas me répondre sans utiliser le langage verbal, par le son ou la voix, mais on va continuer à discuter. Alors elle me pose des questions par télépathie comme ça, et je lui réponds par télépathie, et apparemment elle me recevait très bien. Au bout d'un moment elle me dit et tu sais maintenant où je suis? Je fais je sens effectivement que vous êtes assez proche, mais en même temps c'est vrai qu'il y a une certaine distance quand même. Je dis vous pouvez me dire vous êtes où là? Et elle me dit non c'est à toi de me le dire. Au bout de quelques minutes quand même, je m'étais concentré, vraiment focalisé sur elle quoi. Et je dis c'est pas possible que je lui dis comme ça. Elle me dit ah bon dis-moi, tu penses que je suis où? Je dis sur la lune. Je dis elle me dit effectivement je suis sur la lune. Je dis attendez. Elle me dit si je t'assure que je suis sur la lune. Elle me dit et là je suis très contente de tes résultats, de ce qui vient de se produire. Elle me dit on va se revoir très prochainement, physiquement. Bientôt on va se revoir. Et le test était terminé. Le militaire vient m'enlever les électrodes, là, enfin les appareils là. Il était super content. Il me dit je suis très heureux, voilà, je me doutais que tu avais ces facultés là. C'est incroyable qu'il me dit comme ça David, crois-moi, je suis très 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 heureux. Et si tu veux voir autre chose maintenant, qu'on aille plus loin dans tout ça, il va falloir que tu me donnes ton accord. Ah, tiens. Je fais à propos de quoi? Il me dit je vais t'expliquer. Rhabille-toi et tout, qui me dit enfin j'avais enlevé ma veste et tout, donc je remets ma veste. Il me dit je t'emmène ailleurs. Donc on sort de cette fameuse pièce, on reprend le couloir, on reprend l'ascenseur et on redescend encore plus loin en sous-sol. Une fois arrivé à ce fameux niveau, on ressort et on se retrouve cette fois face à 2 grandes portes métalliques. Et il me dit là par contre maintenant je te préviens, ce qu'il y a derrière ces portes, très peu sont au courant, très peu ont accès à ça. Quelque part tu vas être privilégié, mais maintenant à partir de là, soit tu me dis oui, on va plus loin, soit tu me dis non et je te ramène chez toi. En même temps j'étais tellement curieux, je fais oui, on y va. Et il me dit de toute façon tu le sais, je sais que tu sais pourquoi tu es là. Alors du coup j'ai compris de quoi il voulait parler. Je dis mais c'est par rapport à ce qu'on appelle les extraterrestres. Il s'est mis un petit peu à rigoler, il me fait je vois que tu as compris. Il dit oui tu les appelles les E.T., nous on les appelle autrement, mais c'est ça. Alors il me repose encore la question une dernière fois, il me dit es-tu sûr? Parce que maintenant il n'y a pas de retour possible en arrière. Parce que dès que tu vas franchir la porte, tu vas changer de vie, tu vas plus rentrer chez toi. Il me dit je suis bon, attendez, là par contre j'étais pas au courant de ça là. Il me dit non, effectivement tu vas pas pouvoir rentrer chez toi. Bon, j'ai ok, expliquez-moi alors. Il m'explique plus en détail que du coup si je franchissais ces portes et que j'acceptais de participer à ce qui se passait là, je ne pouvais effectivement plus rentrer chez moi. Il me faisait passer pour disparu et je changeais de vie en fait. C'était un peu comme on va dire une vie d'agent secret. C'est ce qui m'avait fait comprendre quoi. Et donc en fait j'étais tellement excité et en même temps par tout ça que j'ai fini par lui dire oui. Sur le coup j'ai quand même pensé à ma famille et tout, mais j'ai dit non c'est pas possible, je peux pas dire non quoi. Donc j'ai accepté. Une fois qu'on avait vu tout ça ensemble, il a fini par ouvrir ces fameuses portes. On est rentré dans une pièce, c'était incroyable, ça grouillait de monde. Il y avait une intense lumière qui était émise au centre de cette pièce, il y avait du monde autour en fait. Et là c'était incroyable, il y avait des gens, des êtres humains évidemment, mais il y avait d'autres êtres qui n'étaient pas humains.
Voilà, c'était très très étrange. En même temps, j'étais pas surpris parce que j'en ai reconnu certains de ces êtres. Il y avait des gris qui étaient là. Il y avait d'autres êtres à apparence plus humaine, je dirais, qui étaient la peau un peu plus blanchâtre, les cheveux blonds, longs. Et le militaire, il me guidait encore jusqu'au fond de la pièce. Il me dit, t'inquiète pas, tous ces gens-là, je vais te les présenter bientôt, mais pas pour l'instant, il y a autre chose de plus important que je dois te montrer. Je dis, ah bon, allez, on a déjà, wow. Donc il m'amène à cette fameuse pièce au fond de la grande, là. Encore une autre porte à ouvrir, et là, il y avait non seulement besoin de son badge, mais en plus, il fallait qu'il tape un long code. Il me dit, là, il n'y a que les hauts gradés qui ont accès à ça. Là, ce que tu vas voir, là, maintenant, ça va changer ta vie. Je fais, bon, bah allez, on y va, maintenant, on est parti, on y va. Hein. Donc, il ouvre cette pièce. On s'est retrouvé face à un autre militaire, ce qui était, je crois, colonel, apparemment, vu son grade. Et il était en train d'échanger avec deux entités grises, et une autre qui était plus humaine, je dirais, qui avait la peau plus blanche, par contre, mais avec des longs cheveux blonds, qui ressemblaient à ce qu'on appelle les Nordiques ou les Pléiadiens. Il était en train d'échanger avec ces trois êtres-là, et le colonel, on pouvait voir qu'il commençait à pas s'énerver, mais il était nerveux, quoi. Enfin, ouais, il était pas très bien, un peu stressé, si je peux dire, ouais. Et il avait un appareil translucide encore dans la main, et il était en train de tapoter dessus. J'ai pu voir des images qui apparaissaient, même une sorte d'hologramme à un moment donné. Et il montrait ça au gris, qui avait pas l'air content eux non plus. Je comprenais pas du tout, en fait, ce qui se passait à ce moment-là, mais il y a l'être féminin blond là qui me regarde et qui me parle télépathiquement et qui me dit ne t'inquiète pas David, tout va bien. J'ai dit mais c'est pas possible, vous me parlez télépathiquement vous aussi? Il me dit oui, crois-moi, t'es pas au bout de tes surprises. J'ai dit mais je peux savoir ce que je fais là, vous êtes qui? Alors il me dit t'inquiète pas, toutes les réponses tu vas les avoir, pas tout de suite mais tu vas les avoir. Et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte quand même que j'avais la chair de poule. On peut dire ça vraiment parce que j'ai senti, oui, les poils s'hérisser dans ma nuque. Quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Et je me suis rendu compte que du côté droit de la salle, il y avait une autre présence. Il y avait deux militaires bien armés qui en fait montaient la garde, si je peux dire, parce que derrière eux, il y avait un autre être qui était dans l'obscurité. C'était très sombre, mais je sentais on sentait bien la présence. Et je pouvais même deviner sa hauteur, à peu près 3,50 m de haut. Wow. Et très charpenté, très costaud en plus. Une masse, si je peux dire. Ouais. Et je sentais qu'en fait, la chair de poule que j'ai eue, je l'ai senti que ça venait de cette entité-là. Et à partir du moment où il a vu que je l'avais vu, il sort un peu plus dans la lumière, si je peux dire. Il a poussé les militaires qui étaient devant lui. Et là, j'ai presque pas fait un bond, mais j'étais très surpris parce qu'il avait l'apparence d'un reptile. Et j'ai appris plus tard en fait que c'était effectivement ce qu'on appelle les reptiliens, quoi. Mais c'est vraiment impressionnant, et le regard, je sentais de la haine dans son regard. Et il était vraiment en colère, quoi. Que tu sois là. Je pense que ça devait être lié à ça, mais je pense que il y avait aussi autre chose. Mais j'avais compris en fait sur le coup qu'il le gardait prisonnier. D'accord. Et je me suis rendu compte, oui, qu'il avait pas les mains liées, mais il avait une sorte de champ magnétique qui retenait ses mains. Pourquoi il a réussi à s'en défaire. Il a poussé les militaires et il s'est dirigé vers moi. Du coup, j'ai quand même pris un peu peur, quoi. Je fais waouh. Le militaire, il s'est placé devant moi, celui qui m'accompagnait depuis le début, et il donne l'ordre aux deux autres soldats faites feu s'il s'arrête pas. Vous faites feu. Comment expliquer après ce qui s'est passé, je sais pas. Il y a les deux autres soldats qui avaient les armes en main, elles ont été éjectées de leurs mains. Ils se sont retrouvés par terre. L'être reptile, entre guillemets, il continue à avancer vers nous. Et là, il y a eu comme une sorte de... Je vais faire un bruitage, mais ça a fait pouf. Il y a une lumière qui est apparue du plafond, à travers le plafond. Ensuite, il y a une sorte de sphère qui est apparue. Toute bleue. Oui, elle était bleue, elle émettait de la lumière bleue, en tout cas. Translucide, je voyais un être à l'intérieur qui était lui aussi de couleur bleue. Il sort de cette sphère, cet être-là. Comment expliquer après ce qui s'est passé avec des mots, vraiment, je sais pas. Mais le reptilien, il s'est reculé, comme s'il le craignait, entre guillemets. Il s'est reculé. L'être bleu s'est dirigé vers nous, le militaire et moi. Il m'a regardé droit dans les yeux, j'oublierai jamais ses yeux, ils étaient grands, bien ronds. Il parle lui aussi par télépathie, et il me dit je suis très heureux de te revoir, Kieter. Kieter. Ce nom m'a fait vibrer, mais ça m'a donné la chair de poule là aussi, mais pas par peur du coup, mais
ça m'a fait vibrer, quoi. J'ai tout de suite pris conscience, ben oui, c'est mon nom qui est Terre. Donc lui, cet être-là me connaissait. Et il était ravi de me revoir. Et il me dit, t'inquiète pas, là du coup, non seulement on est très heureux de te revoir, mais en plus de ça, on va venir te revoir. Là, je m'occupe de l'être qui est là, qui me dit, entre guillemets, voilà ce qui me fait comprendre, je m'occupe de l'être qui est là. Mais je reviendrai te voir. Et nous sommes très heureux de te revoir. Et suite à ça, il a fait réapparaître, si je peux dire, sa sphère. Il y en a une autre qui est apparue. Le reptilien a été comme attiré dedans. Et les sphères ont disparu. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là. J'ai fait au militaire qui était avec moi, je fais waouh, waouh, j'étais encore, mais incroyable, quoi. Et t'avais dit qu'il n'y aurait pas de retour. Et comment tu es revenu? Alors c'est là, on va dire que ça se complique un peu après. Ça devient, je dirais à la fois complexe, mais pour moi ça l'est pas maintenant, évidemment, parce que maintenant je connais tous les aboutissants, mais suite à cette fameuse rencontre, entre guillemets, avec les militaires qui travaillaient dans cette base secrète, hein, on peut dire ça vraiment, hein, parce que c'est en fait, ça fait partie de programmes qui ne sont pas censés exister, mais qui existent pourtant bel et bien, parce que j'y ai participé pendant en fait 20 ans. D'accord. Pour ceux qui connaissent les programmes spatiaux secrets, voilà, je pense que ça va parler à certains. Michael Salla en a beaucoup parlé d'ailleurs à travers ses livres. Et ben, je peux confirmer, moi, de par mon vécu, que vraiment ça existe, tout ça. Ils m'ont enrôlé par rapport à mes facultés psychiques, médiumniques, empathiques, pour pouvoir communiquer avec des êtres, parce qu'eux n'y arrivaient pas. Donc ils avaient besoin, si je peux dire ça comme ça, de télépathes, d'empathes et tout, qui pouvaient communiquer avec d'autres formes de vie. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les militaires américains, du moins dans le programme dans lequel j'étais, appartenaient à celui qu'on connaît sous le nom de Solar Warden. Et donc ils voyageaient dans l'espace depuis déjà un moment, hein. Ils ont rencontré énormément de races, si je peux dire, déjà. Le programme existe pour mettre un terme, si je peux dire ça comme ça, au programme noir des programmes spatiaux secrets. C'est comme une sorte d'alliance. En fait, les programmes spatiaux secrets sont nés vraiment dans les années qui ont suivi les premières guerres mondiales. C'est les nazis qui avaient créé le premier programme spatial secret. J'ai assisté à beaucoup de choses, et c'est vrai que ça peut paraître incroyable pour beaucoup, ahurissant, exubérant, mais c'est la vérité, parce que moi je l'ai vu. C'est... je trouve même plus mes mots, ouais, parce que c'est tellement encore là, quoi. Mais par exemple, des gens comme Hitler ont bien développé des programmes spatiaux secrets. Ils ont créé ce qu'on appelle des soucoupes, ou des ovnis. Ils se sont alliés aux reptiliens qui étaient là sur Terre, les nazis. Et ils ont pu développer encore, si je peux dire comme ça, ils ont pu développer une flotte de vaisseaux encore plus importante. Et ils sont partis dans les 4 coins de l'univers. Ils ont asservi des mondes. Mais quand j'ai assisté à certaines opérations, j'en revenais pas, quoi. Il y a de l'esclavage sur plusieurs mondes, en fait. Et ils troquent des êtres humains. Bon, on va arriver au bout de notre entretien. On pourrait continuer encore et encore. Et moi, ce que je voulais savoir, parce que on voudrait savoir tout d'un coup, mais je voulais savoir si ce que tu me racontes là, et plus, c'est dans ton livre, le livre qui vient de sortir. Oui, effectivement. Dans ce livre, j'explique beaucoup de choses par rapport à ce que j'ai vécu, justement, et ce livre, je dirais, sert d'introduction, parce qu'il y en aura d'autres. Je suis en train d'écrire le deuxième, d'ailleurs. Je vois tome 1, oui, je comprends maintenant pourquoi. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai vécu tellement d'expériences que dans le premier tome, j'ai pu que les effleurer, on va dire. Je suis pas rentré vraiment encore dans les détails à fond, mais j'explique quand même certaines expériences liées notamment à ce que j'ai vécu à l'armée pendant mon service militaire. Enfin voilà, je rentre dans des détails. Je parle vraiment de tout ça, ouais. Donc toi, en gros, t'as servi, t'as dit 20 ans, hein, donc ça veut dire que c'est fini? Oui. Un programme clandestin? On peut dire ça. Voilà, on peut dire comme ça. On peut dire ça parce qu'officiellement ça n'existe pas, donc... Oui. Plus moyen de te faire taire? En même temps, je pense pas, oui. Ouais.
Est-ce que tu sens en dépression des fois? Oui, ça arrive encore dans le sens où depuis un moment, quand je parle de certaines choses sur mon site... Puis depuis la sortie du livre peut-être, non? Depuis la sortie du livre, en fait, j'ai vu un vaisseau de la flotte noire. C'est quoi un vaisseau de la flotte? C'est les programmes noirs, justement, des programmes spatiaux secrets. C'est ceux qui font tout pour maintenir le silence, quoi. D'accord. Donc il y en a un qui est apparu pas loin de ma maison la semaine dernière. Et autrement, avant, quelques mois avant, même quelques années avant, j'ai reçu encore des menaces de mort par Facebook, enfin des réseaux sociaux, j'ai eu des attaques encore. Parce que comme je dévoile aussi des choses à travers mon art galactique, mes portraits, tout ça, ça leur plaît pas. Alors attends, qu'est-ce qui pourrait m'assurer que t'es pas schizophrène ou autre? Je dirais, pour moi, évidemment, j'ai pas de preuves. Donc, tout ce que je traite dans mon livre ou tout ce dont je parle, c'est du vécu. Et après, c'est vrai, je peux pas le prouver. Mais voilà, moi, je parle de cœur. Voilà, avec le cœur, je fais part de ce que j'ai vécu. Et les gens, maintenant, je dirais, me croient ou me croient pas, peu importe. Peu importe ce que pensent les gens. Moi, c'est mon vécu. Et ta mission? Est-ce que tu sens que tu as une mission maintenant? Mission, après, je dirais le mot, oui, est un peu péjoratif ou il peut englober beaucoup de choses aussi, mais je dirais oui, je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi tu es là. Est-ce que le fait d'être sur Terre, c'est une bénédiction ou une punition? Je dirais ni l'un ni l'autre, c'est un choix, en fait. Ouais. C'est un choix, même si beaucoup n'en ont pas conscience, mais c'est un choix que chaque âme fait. Parce que ce que nous vivons actuellement sur d'autres plans, c'est une transition dimensionnelle aussi. Et c'est très très important justement maintenant tout ce qui se passe. Il va y avoir des choses qui vont être divulguées, je pense aussi officiellement, bientôt. Tu penses? Je pense. On a entendu... Ça a commencé, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, avec certains médias français qui ont parlé de documents déclassifiés de la CIA, je crois, du FBI, tout ça, concernant les ovnis, mais là, c'est que le début. Je pense qu'il y a des choses qui vont être divulguées. On a entendu sur Nurea TV Geneviève Delpech, qui est une médium, qui est une des plus grandes médiums au monde, et qui nous a dit qu'en effet, d'ici 2030, il y aurait certainement une divulgation. Bon, elle n'a pas dit qu'elle, sur un monde extraterrestre, sans donner plus de détails, que ça pouvait être très bien, être un microcosme ou autre, mais c'est ce qu'elle a dit, oui. Bon, David, merci beaucoup de ton temps. Je t'en prie, merci beaucoup. Je pense que les gens vont être... complètement sous le charme de ton récit. Est-ce qu'on va pouvoir l'acheter au Québec? Oui. Oui, je pense, oui. Oui, de la maison d'édition Be-Light, oui. Be-Light. De toute façon, on va mettre le lien. Ça s'appelle Au-delà de notre monde, âme stellaire, de David Rousseau, Be-Light édition. Merci David. Je t'en prie, merci à toi. Eh bien voilà, David est parti et il va nous laisser avec beaucoup de questions et d'interrogations, et on désire en savoir plus, encore plus, ce monde complètement fou dans lequel il nous a entraînés. Alors n'hésitez pas et retrouvez-le dans le tome 1 qu'il vient de sortir, et puis on a même hâte déjà à la suite. Et puis vous pouvez aussi le retrouver sur son site web, dont je vais vous laisser le lien. Moi, je voudrais vous dire merci énormément pour ces moments partagés avec vous. On va se retrouver sous une autre forme à partir de l'année prochaine, toute proche, puisque je vais intégrer le MUFON Canada, et je vais partager un petit moment avec Eric. Avec Eric, puisque j'interviendrai de temps en temps dans son émission. Et bien voilà pour ce qui est de la radio.
Oui, en effet, je n'ai plus trop de temps à consacrer à la radio puisque je viens d'accepter le poste supplément du poste de MUFON France, celui de MUFON Belgique. Je voudrais dire qu'on va pas rentrer sur le terrain belge. Je voudrais justement que la Belgique vole de ses propres ailes et y instaurer une équipe 100% belge. Donc, si il y a des Belges qui nous écoutent et qui sont intéressés à devenir enquêteurs, eh bien, contactez-moi par le site mufonfrance.fr et puis on verra ensemble ce qu'il est possible de faire. Alors, encore une nouvelle aventure qui commence. C'est ça. On s'ennuie jamais avec le MUFON. Quant à moi et toute l'équipe du MUFON France, on vous souhaite à tous les meilleures fêtes de fin d'année possibles. On va dire possible, n'est-ce pas, cette année. On est un petit peu limité dans nos superlatifs. On va essayer de faire l'impasse sur tout ça. On va essayer de garder les idées claires. On va essayer de continuer à avoir son libre arbitre, surtout à prendre des informations ici et là, et puis bien à mélanger tout ça pour le meilleur des cocktails possibles que je vous souhaite pour la fin d'année et puis pour celle de 2021. Je vous remercie beaucoup et puis à très très bientôt. Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre subconscient.